Bienvenue à toutes et à tous. C'est avec un grand bonheur que nous sommes de retour après un mois de repos bien mérité. Avant le grand Horror Show de l'émission prochaine, nous voulions vous parler de deux films qui ont marqué notre jeunesse. L'un où DiCaprio est déjà la tête d'affiche, l'autre où Margot Robbie faisait ses premiers pas en dehors de son pays natal. Installez-vous confortablement au coin du feu, c'est parti pour Blood Diamond et About Time. Bonsoir, je suis Davin, il est Wivo et nous sommes de retour après cette pause interminable d'au coin du feu. On vous doit des explications, mais tout d'abord, Wivo, comment tu vas ? Ça va. J'ai un petit peu honte d'avoir laissé C'est la première fois. Nos auditeurs aussi longtemps sans aucune émission. Sans aucune nouvelle. On a disparu du jour au lendemain de tous les réseaux, de tout. Il faut qu'on vous explique ce qui s'est passé. C'est assez rocambolesque, il faut qu'on vous le dise. Ce qui s'est passé, c'est que l'émission d'aujourd'hui, ça devait être deux émissions différentes. On avait regardé les films, on avait fait nos recherches, tout ça, et on a lancé un enregistrement. Sauf que pour je ne sais quelle raison, vous savez qu'on enregistre à distance avec Wivo, et le micro avec lequel on communique était atroce ce soir-là. Tu te rappelles, on a pété un câble. Je crois qu'on a quand même un tout petit peu enregistré l'émission en plus. Je sais plus. On avait commencé, je crois, oui. Ouais, c'est ça. C'était horrible. Oui, on a passé presque une heure à essayer des réglages, à changer d'endroit. Enfin, au bout d'un moment, on a dit bon, on abandonne, tant pis. Et le problème, c'est qu'en fait, juste après, on n'avait plus de jours de disponibles pour enregistrer et on partait en vacances ensemble. Parce qu'on est parti chaque année, on se fait une semaine où on se rejoint et puis on part en balade ensemble. D'ailleurs, cette année, qu'est-ce qu'on a fait, Wivo ? On est parti dans le nord de l'Europe, à Amsterdam. Et on s'en est fait des coffee shops, hein. On s'en est fait. Non, même pas. N'importe quoi. On s'est fait des cheese shops surtout. On est allé pour le fromage là-bas. On a fait un road trip en Belgique. Un road trip. Alors dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'il arrête pas de dire road trip ? Dites-nous qu'il a un accent français le plus développé au monde, je crois. Mais carrément, c'est road trip. C'est vraiment... Dites-nous vraiment comment ça se prononce. Je pense vraiment que ça se prononce road trip. Road trip. Road trip. Moi, je dis toujours road trip, avec un accent comme ça et tout. Et bref, donc on a fait un petit road trip en Belgique. On a été à Gand, Bruges, et ensuite on s'est fait la grosse surprise du voyage. Finalement, ça a été Rotterdam. Ouais. Juste kiffé de fou. Ouais, trop. Et on a conclu avec Amsterdam. Et voilà, bref. On fera peut-être une émission où on vous racontera en détail nos plusieurs road trips qu'on fait chaque année. Il y a plein d'anecdotes, ça pourrait être marrant, je sais pas comment on tournerait ça. Mais bref. C'est pas bête, ouais, carrément. Pendant cette semaine, on avait quand même amené notre matos pour enregistrer en se disant peut-être qu'un soir on sera motivé, tout ça. Que nenni. Ouais, on n'a pas pu. Absolument. Non, on peut pas. En fait, par contre, en vacances, ce qu'on pourrait dire, c'est bon, on n'a pas pu enregistrer, ça, c'est clairement, voilà, on est fautif, c'est un fait. Mais grâce à nos anciennes émissions, c'est fou ça. Ça c'est dingue. On a fait un truc qu'on n'aurait pas pensé faire du coup si on ne serait pas réécouté. C'est ça, ouais, parce qu'on est ultra mégalo, donc on s'écoute quand on part en voyage. Tout le temps, on n'écoute que ça. Non, faut dire qu'en fait, comme on n'a pas pu enregistrer, on savait qu'on n'allait pas sortir d'émission, donc le 15 septembre, et on s'est dit, on va vous ressortir une rediffusion d'une émission qui avait absolument pas marché en plus. On s'est dit, comme ça, peut-être que ça, voilà. Puis ça collait avec le fait qu'on parte en vacances, donc c'était une vieille émission du coup qui datait du début du Covid en plus. On avait fait ça pendant le premier confinement pour s'imaginer en train de voyager, etc. à l'époque, où on vous citait nos 5 destinations de rêve. Et du coup, raconte ce qui s'est passé lors de l'écoute de cette émission. Lors de ce top 5 voyages, à un moment donné, je ne sais plus pour quelle raison, je parle du camping. Et je dis que le camping, c'est vachement intéressant, c'est économique, c'est-à-dire que c'est pas du... Enfin, c'est du camping, mais chez l'habitant. Et faut l'essayer, parce que voilà, c'est intéressant économiquement. Et du coup, on s'est dit, oui. Et oui, testons. Parce qu'il faut dire qu'on a été très surpris de la Belgique et de la Hollande, où les hôtels sont très chers
Et en plus, il y a Oui, peu c'est de vrai. camping. Hein. Par rapport à la France, tu vois des campings tous les 10 mètres carrés, t'as l'impression. Alors qu'en Belgique, en Hollande, c'est beaucoup plus rare. Et du coup, c'est vrai que grâce à cette émission, on s'est dit, vas-y, faut qu'on teste ce camping. On dit des conseils Mais- dans l'émission, on ne les a jamais essayés. Donc on s'est dit, essayons. Et Donc, ouais. excellente expérience. On a été chez parfait. deux personnes à deux moments différents en Belgique. On a été chez les Wallons en bas et puis chez les Flamands en haut. Ouais, Et à chaque fois, on tout a à été fait. super bien reçus dans des cadres de fous. Vraiment, Ouais, c'est ça je qui était conseille de faire incroyable. ça. C'était comment le site d'ailleurs sur lequel on a été? De toute façon, en tapant Gamping, on tombe dessus directement. Alors après, je peux essayer de trouver l'application. Parce que oui, c'était un site particulier. D'ailleurs, première inscription et tout. On a tout fait sur le En vif. Hein. direct. Et grâce Inscription. à l'émission qu'on a. Ouais. C'est ça qui est marrant, c'est grâce à l'émission qu'on n'a pas pu enregistrer, du coup on a diffusé une émission de voyage. On s'est dit ça peut être marrant de se réécouter parce que c'est toujours marrant de voir comment on a évolué finalement. C'était il y a 3 ans cette émission. Et d'ailleurs on s'est bien moqué de nous-mêmes hein, parce que des fois on dit vraiment de la belle merde. Ouais, mais trop, Et, trop. Mais du On coup a c'est évolué. dingue de se On dire a que évolué ça en nous bien. a servi dans un road trip 3 ans plus tard. Parce que je sais même pas à quoi aurait ressemblé notre road trip si on n'avait pas fait ça quoi. Donc, Ah oui, ça a tout incroyable. modifié. Et du coup, oui. Ce n'est pas une application. Ouais. C'est Mais du c'est un coup. site direct. Ouais, c'est un site directement et c'est Home Camper. Home camper, ok. Donc voilà. Voilà. Si vous décidez de partir en vacances ou quoi, regardez vraiment, parce qu'il y a vraiment des trucs très intéressants. Même des fois, si vous voulez juste vous faire un petit week-end pas très loin de chez vous, mais avec un dépaysement total, avec je sais pas quoi, hein, mais essayez, regardez autour de vous, parce que c'est pas cher et ça peut permettre de Oui. passer de très bons moments. Et à ne pas confondre avec le glamping. Glamping qui est une contraction de glamour et camping. Et là, du coup, c'est du camping un peu de luxe, on va dire. Plus romantique. C'est Ok. pas ce qu'on a fait, d'accord Non, Non, du on coup. était au pas cher. Ouais, voilà. L'alternative économique et humaine au camping. Le camping. Ah ouais, je pense, là, c'est bon, le partenariat est fait. C'est ça. Tu dois recevoir le virement actuellement sur ton compte. Si tu peux vérifier. En direct, c'est bon. 10 000 euros, c'est bon. C'est bon. On peut s'arrêter là. Fin de l'émission. Donc ensuite, on n'a pas pu enregistrer pendant cette semaine folle de road trip. Et qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, du coup, quand on est rentré? Eh bien, j'ai chopé le Covid. Voilà, Ah, très c'était belle c'était succession l'enchaînement. d'événements. Ça va, ouais. Donc là clairement moi ça a pas été un Covid très violent, mais bon tu sais ça te crève quand même et très très dur de réfléchir. Bon de toute façon j'aurais fait qu'éternuer pendant l'émission, ça n'a aucun sens, renifler et éternuer, tu sais. Mais en plus c'est vrai que ça te ramollit le cerveau, punaise, c'est Ouais, ça crève quand donc même. bref, Ouais. on est reparti, on s'est dit bah tant pis, ça fait 4 ans qu'on loupe, on avait loupé que 2 émissions je crois en 4 ans. Bon bah là on en loupe 2 d'un coup en 1 mois, tant pis. Voilà. Bah, c'est vrai qu'on n'arrêtait essaie, pas de dire on que c'est essaie que de, On disait que les podcasteurs prenaient leurs vacances Oui, l'été, voilà. et que nous on continuait et finalement au mois de septembre on les a prises. nos Exactement. vacances de En fait, podcasteurs. on se dit bon, l'été, on va continuer, on sera là, on sera présent. Mais du coup, c'est en septembre, après qu'on est plus là. Et c'est vrai qu'en plus, on avait hésité même à rediffuser, je crois, notre top 10 série. Animé, animé. ouais, mais 2 fois à bon. la suite, une fois de temps en temps, tu vois, quand il y a une émission pour dépanner, ça fait découvrir une vieille émission, pourquoi pas, C'est mais ça. 2 à la suite après, bon, voilà. Ouais. Puis bref, on a écouté un peu l'émission animée et moi je me suis fait chier, hein, je t'avoue. Hein, donc, Ouais, c'est pour plein ça. de moments, ouais. Bah, C'est des émissions, c'est Ouais, marrant, ça. mais voilà. On n'avait pas le même matos. Enfin, je sais pas, la qualité n'était pas la même, donc c'est vrai que ça faisait. Ouais, c'est possible. C'était un peu embêtant, je trouve, de rediffuser une émission qui est un peu moins qualitative. Donc bon, Voilà, vaut mieux rien faire, voilà. Et c'est ça. Voilà. Il vaut mieux faire les morts. mais oui, c'est ça, c'est la meilleure solution. Bref, en tout cas, on revient pour cette petite émission pour se chauffer un petit peu parce que dans quelques jours, on enregistre Ah oui, le on- fameux Horror Show. Ça arrive on déjà. revient avec c'est du fou. lourd. Mais c'est Oui. fou. C'est déjà l'Horror Show de cette année, quoi. L'année est passée à une vitesse, mais ça m'effraie, quoi. Bref, on a décidé, du coup, comme les films, on les a vus, du coup, il y a plus d'1 mois, au lieu de faire une émission sur chaque film, eh ben, on va plutôt regrouper ces 2 films dans cette émission, car en plus, c'est vraiment 2 coups de cœur. Alors, tu avais parlé de 2 coups de cœur d'adolescence, c'est un peu des films qu'on a regardés plus jeunes, et voilà. Donc moi, c'était un peu post-ado quand même, parce que c'est un film moi, qui est sorti en 2013, Ok. que pour moi, il s'appelait About Time.
Et je sais pas pourquoi, maintenant, il s'appelle Il était temps en français. Alors qu'à l'époque, pour moi, c'était à bout de time. Hein, il me semble qu'il était sorti comme ça. Et aujourd'hui, bah, il est traduit Il était temps. Ok. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est un film de Richard Curtis. Et la distribution, bon, il y a pas mal d'acteurs. Rachel McAdams, Donald Gleeson, Margot Robbie. Voilà, faut pas l'oublier. C'est un film qui est sorti en 2013. Et c'est un film qui, à l'époque, m'avait beaucoup marqué. Et il s'est passé, alors je rentrerai beaucoup plus en détail dans la partie spoil, bien entendu, mais il s'est passé un truc assez fou, parce que du coup, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu, ce film, et j'ai été victime du syndrome Mandela, enfin, de l'effet Mandela, avec ce film. Donc vous savez, c'est un syndrome, on va dire. Bon, c'est pas un vrai syndrome, je crois, psychologiquement analysé, hein, bien sûr. Ouais. C'est un effet qui a un peu de succès sur Internet en ce moment. C'est de dire que tu as des faux souvenirs qui, pour toi, c'est la réalité. Et on se rend compte qu'on est plein à avoir le même faux souvenir. C'est-à-dire, par exemple, il y a plein d'exemples. On appelle ça l'effet Mandela parce qu'il y a énormément de gens qui sont persuadés qu'il est décédé dans les années 90, au moment où il était en prison. Et il y a des gens qui se souviennent de son enterrement, etc. Alors que non, il est mort. Mais les faux souvenirs, 2010, c'est ultra puissant. C'est ultra puissant. Ça, hein. Ouais, mais après, quand tu dis que ça a fait Mandela, parce que vous êtes plusieurs à avoir des souvenirs d'Abu Taïb? Non, pour le coup, là, je sais pas si on est plusieurs à avoir ce faux souvenir. Mais voilà, en gros, donc l'effet Mandela, pour que ça touche plein de gens possibles. Par exemple, il y a plein de gens qui sont persuadés que Pikachu, il a le bout de la queue noire, alors que pas du tout. Ou d'autres, le plus connu, c'est le mec du Monopoly. Il y en a beaucoup qui le voient avec un monocle, alors qu'il a jamais eu de monocle, tu vois. Ah bah moi, je le vois avec un monocle, par exemple. Ah ouais. Ouais, moi, ça m'a pas choqué tant que ça. Mais bref. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Vous allez regarder sur Internet, il y aura forcément un exemple qui va vous parler. C'est obligé. Et donc moi, avec ce film, c'est assez hallucinant, mais j'avais une toute autre vision de la fin du film et de certains moments du film. Voilà, donc je vais vous en parler dans la partie spoil. Mais tout d'abord, donc toi, c'était la première fois que tu le voyais, du coup, pour l'émission ? Ouais, c'était la première fois. C'était la première fois. Donne-nous ton avis sans spoil. C'était un très beau film. En plus, tu vois, ça fait partie des films... je me rappelle pas en fait que tu m'en aies parlé. Du coup, là, Ah si, pourtant. Ah ouais. J'avais dû t'en parler à l'époque, hein, mais ça remonte après. Parce que même on avait fait il y a longtemps, on avait fait même une liste un peu des films qui nous avaient marqué. Et à celui-là, je m'en rappelais pas du tout. Ouais. Donc quand tu me l'as partagé, j'étais assez surpris. Je me suis dit, bon, on va voir. En plus, avec un des acteurs du coup, qui joue dans Black Mirror, qui joue un de mes épisodes favoris. Oui. Écoutez, le fameux épisode où il décède et sa femme, du coup, décide de le reproduire artificiellement, etc. Ouais. C'est le même acteur. Et du coup, pour les Potterheads, c'est l'acteur qui joue Charlie Weasley dans Harry Potter. Voilà. Ça me fait un peu marrer à chaque fois qu'il y a un acteur roux britannique. Il est dans la famille Weasley dans Harry Potter. Ils ont mis tous les acteurs, je crois, dans la famille Weasley. Et lui, voilà, fait partie de. Il est balafré dans Harry Potter. Oui, exactement. Et du coup, cet acteur, je l'avais. En fait, je me rappelais pas l'avoir vu dans un autre film. Bon, après, c'était la saga Harry Potter. Mais c'est vrai que dans un film où il tient un rôle principal, je connaissais pas trop. Après, c'est un acteur britannique, de toute façon. Donc, il doit être dans des séries britanniques. Il y a beaucoup de séries britanniques qui sont vraiment cool. C'est vrai que, oui, moi non plus, j'ai pas le souvenir comme ça. Mais top, surtout, ce qui est intéressant à voir avec le temps, c'est que ce film, en fait, c'est le premier de Margot Robbie. Ah oui, aussi. En Europe, en gros. Parce que c'est une actrice australienne qui a tourné dans pas mal de petites séries australiennes, tout ça. Et en gros, c'est un peu le premier film où on l'a découvert. Donc c'est pour ça qu'elle a un rôle. C'est toujours marrant, je trouve, ces acteurs qui deviennent des putains de stars, mais qui du coup, tu les revois. Là, quand tu vois Margot Robbie dans ce film, tu te dis, elle va avoir un rôle de ouf, tu vois. Ah, pas du tout. Il est vraiment très secondaire. Et je pense que ça a participé à mon effet Mandela. Ok. Ça, c'est intéressant. Et du coup, je trouve que le concept du film, sans dire exactement ce que c'est. On peut dire le pitch quand même. Hein. Ouais, parce que tu le sais assez rapidement, gros, quand même. Ouais, le pitch, en gros, globalement, c'est une comédie romantique qui peut être assez classique finalement,
mais qui est très agréable à suivre. Mais surtout, le concept de cette comédie romantique, c'est qu'il y a une famille en Angleterre où tous les hommes ont un pouvoir, c'est-à-dire qu'ils peuvent remonter le temps. Et du coup, on va suivre un homme où son père va lui annoncer, où il va tester ce pouvoir, et notamment, il va le tester dans ses relations amoureuses. Voilà. Exactement. Et du coup, bon, après, les histoires où tu peux remonter dans le temps, on va dire, on connaît. Mais là, sous cette forme-là, avec les contraintes un peu qu'ils mettent dans le film, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai adoré, du coup, moi, je trouve ça... ouais, la relation amoureuse qui en découle. Je trouve que c'est un très beau film. Hein. C'était émouvant et tout, donc c'est un bon moi, petit vraiment, film. c'est un film qui te permet à réfléchir sur des choses. Alors que tu sais, c'est avec un pouvoir magique, donc tu n'auras jamais ce pouvoir magique. Mais malgré tout, il te permet toi-même de réfléchir à ta propre vie. C'est ça que je trouve fort. Et ça que j'aime, moi, souvent. Moi, tu sais, je suis pas très film ultra terre-à-terre, ultra sérieux, contrairement à toi, et par exemple au film auquel on va parler juste après. Moi, j'adore, en fait, quand on prend un thème fantastique, mais que ce thème fantastique sert à parler de la réalité. J'adore, moi, les univers, les Star Wars, les trucs comme ça, parce que finalement, ça parle de nous, en fait, mais via un prisme totalement fantastique. Et là, c'est ce que j'ai adoré, parce que je pense que c'est des comédies musicales. Complètement pas. Une comédie romantique, généralement, je suis pas très comédie romantique. C'est peut-être même le défaut du film, car sans spoiler... les comédies romantiques, ça se termine un peu toujours de la même façon, et celui-là, on va dire, n'échappe pas à la règle, et c'est un peu le problème. Mais je trouve que ce film m'a fait réfléchir à plein de trucs, et du coup, j'ai pris mes petites notes. Après, plusieurs sujets sur lesquels j'aimerais t'entendre, d'ailleurs. Mais pour une comédie romantique, je trouve... Alors, je me rappelle pas quand j'ai lancé le film si je m'attendais clairement à une comédie romantique, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de rebondissements. Et il y a des moments, je me suis demandé où ça allait. Je me suis demandé quel était le but, quelle était la finalité en fait de ce film. Et il y a des moments où tu dis oh là 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 là, mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vrai que ça c'est un truc qui est intéressant, c'est que grâce à ce genre de film, je trouve qu'il y a vraiment c'est la petite nuance entre c'est pas trop fantastique. Tu peux facilement en faire une analogie à la vie de tous les jours. On pouvait même le placer dans les films tels que La La Land ou Marriage Story. Je trouve pour certains sujets qu'ils traitent. Et ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est que du coup, si toi, en tant que personne, tu avais la possibilité de remonter le temps, qu'est-ce que tu ferais? Et en se mettant dans ce concept de pensée, de si tu pouvais faire ça, ça te permet en fait presque, d'une certaine manière, de te remettre, ou pas, hein, mais pourquoi pas te remettre en question sur ta propre vie, parce que si tu pouvais remonter le temps, eh ben, tu ferais ça différemment. Mais dans ce cas-là, pourquoi? Et ça, c'est pas mal. C'est ça qui est intéressant avec ce film, je trouve. C'est que ce film, en fait, t'offre ce pouvoir. Donc au début, t'es un peu excité, tu dis putain, j'aimerais trop faire ça, ça, ça. Et le film, en fait, réussit petit à petit à te faire comprendre que finalement, il y a des choses, même sans pouvoir, finalement, tu peux les changer dans ta vie de tous les jours quand même. Et ça que je trouve très intéressant. Mais bref, ça sera en partie spoil, parce que ça me fait penser à des trucs. Là, pour conclure sur la partie sans spoil, moi je dirais que ça fait partie des films aussi qui font du bien. C'est-à-dire que quand tu ressors du film, je trouve que t'es dans un bon mood, c'est positif. T'as eu des bonnes réflexions, mais en même temps ça te fout pas en dépression non plus, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de films qui te font réfléchir et tu sors, t'as envie de te tirer une balle, tu vois. Celui-là, il fait partie de ces films qui te font réfléchir et qui peuvent même donner une petite impulsion dans ta vie positive, je pense. Ouais, Donc, c'est un film que je vous recommande à tous, vraiment. Enfin, il dure pas si longtemps que ça en plus, mais il est très agréable à regarder. Et voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez-y tout de suite. On passe en partie spoil? C'est parti, c'est parti. Je suis impatient de passer en partie spoil. Ouais. Donc, partie spoil, donc surtout c'est sur des thèmes en fait qui font partie du film, sur lesquels j'avais envie de revenir. Je vais sortir mes petites notes. Avec grand plaisir, parce que pareil, il y a des thèmes là qui me sont revenus. Donc, bah ouais, pareil, si t'as des envies de parler de certains sujets, tu n'existes pas. Voilà. Donc, tout d'abord, le premier thème, c'est les rencontres dans le noir. Mais oui. Je sais pas pourquoi ça m'a fait beaucoup réagir, alors je m'en souvenais de ça.
Mais je sais qu'aujourd'hui, on est plus habitué aux rencontres via les applis et tout ça. Donc, c'est limite l'inverse. Tu commences par choisir quelqu'un par son physique, en fait. Et je me demande réellement, parce que tu sais, je m'interroge beaucoup sur l'impact qu'ont les rencontres via des applications, sur le sentiment que tu vas avoir pour la personne le jour où tu vas la rencontrer, tu vois. Parce que, du coup, tu la rencontres, tu la connais déjà un petit peu, et tu es déjà biaisé, parce qu'on sait qu'on se rencontre pour essayer de construire, enfin, d'avoir une relation, tu vois. C'est le but des deux à la base. Du coup, on y va de façon assez biaisée. Et du coup, j'étais assez curieux, en fait, de comment ça se passe dans ton cerveau quand tu rencontres quelqu'un totalement dans le noir. En plus, là, c'est que pour une soirée, mais parce que là, tu es quand même en contact avec la personne, tu entends sa voix, tu entends sa façon de parler, etc. Et tu découvres le physique après. Moi, je serais assez curieux, parce que j'aurais peur, en fait, de fantasmer le physique, tu vois, de la femme. Et d'être forcément déçu, en fait. D'être forcément déçu, même si la femme est magnifique. Tu la fantasmes, en fait, donc forcément... tu penses que ça pourrait faire l'effet inverse? Ouais, parce que... vas-y. À l'inverse, j'aurais dit peut-être que du coup, le fait de connaître, en fait, enfin d'entendre la personne parler et qu'elle te plaît à travers les dialogues en fait qui se font, je me demande justement si ça peut, au moment où tu la découvres, on parle pour nous hétéro cisgenres quand on dit ça du coup, mais au moment où tu la découvres, bah, vu que tu l'as déjà entendu, tu as déjà eu des affinités. Ça se trouve, même si elle correspond pas à tes critères de beauté, bah ça se trouve, tu la trouverais belle. Ça serait, je sais pas. Je me suis posé la question. Ouais, je me suis posé réellement la question. Je sais pas du tout. J'ai jamais fait ça, moi, pour le coup. J'ai même jamais un truc que j'aimerais bien faire. Moi, c'est aller manger dans un resto. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Rien que pour la bouffe, rien que pour la nourriture, moi, je serais curieux d'essayer parce que même, il y avait une étude comme ça qui était sortie, rien que sur le vin. Apparemment, quand tu prends un vin rouge et un vin blanc, mais que tu le consommes dans le noir, et bah, tu ne verrais pas la différence. Et pour des consommateurs de vin, bah, peut-être plus comme toi, je serais curieux de voir en fait si tu arrives à différencier. Après, le problème, moi, c'est que le vin blanc, je le bois frais et le vin rouge à température ambiante. Donc, forcément. Ouais, après, si tu changes la température, forcément, ça va aider. Ouais. Mais ouais, ça serait intéressant. Non, mais c'est pour ça. Donc, je me suis posé la question, j'ai trouvé ça très intéressant. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes petits effets Mandela du film, enfin, même du très très gros effet Mandela. Cette fameuse rencontre dans le noir. Pour moi, mais j'en étais quasiment sûr, pour moi, on allait revenir à un moment du film, à ce moment-là. Notamment, je pense, alors je me rappelais plus en détail, mais notamment, moi, c'est le moment où sa sœur a un accident de la route. Et pour moi, justement, le film allait basculer un peu dans le drame. Ça m'a un peu rappelé, tu sais, l'histoire que j'avais racontée dans un story show, où un mec, en fait, il se fait agresser. Il tombe dans les pommes et en se réveillant, il rencontre la sœur de la personne avec qui il s'est fait agresser. Il tombe amoureux, ils ont un enfant, etc. Et en fait, le mec se réveille et il a passé presque 15 ans, je crois, à vivre une vie. Sauf qu'en fait, on lui annonce que, en fait, non, toute cette réalité, vous l'aviez rêvée et ça n'a jamais existé. Et du coup, le mec se réveille au moment de son agression et voilà, bref, il y a toute une histoire. Je vous invite à écouter les story shows pour l'écouter en détail, cette histoire. Et du coup, moi, ce film, pour moi, avait un peu la même histoire. Pour moi, en fait, quand sa sœur avait un accident, pour moi, c'était encore plus grave et elle allait décéder. Et là, en fait, il avait le choix de se dire, en fait, il faut que j'aille bouger un truc dans le passé. Mais en bougeant ce truc dans le passé, ça veut dire que je suis obligé d'annuler la rencontre, en fait. Et du coup, il allait devoir revivre le rendez-vous de la même façon. En fait, il devait refaire la relation. Et c'est là que, moi, ce film... Donc là, j'ai même eu des interrogations par rapport à des trucs que le film n'interroge pas. Mais grâce à cet effet Mandela, il y avait ça. Mais je me suis fait la réflexion. Imagine, tu rencontres une femme, ça se passe parfaitement bien, vous êtes fou amoureux, tu as une relation de 10-15 ans avec elle, et bam, t'es donc c'est totalement illusoire, mais t'es téléporté dans le passé, et tu peux en fait, une semaine avant de l'avoir rencontrée, t'es téléporté. Ouais. Est-ce que t'arriveras à avoir la même relation alors que toi tu l'as déjà vécu? C'est la même personne, c'est le même moment de vie, mais toi tu vas... T'auras plus la même... Enfin, c'est pas possible, t'auras pas les mêmes surprises, la même magie, enfin... Et juste un truc très bizarre, c'est que ce que tu dis là, pour le coup, c'est peut-être vraiment un effet Mandela, j'ai cru, moi aussi, et après, j'ai jamais vu le film, hein, mais j'ai vraiment cru qu'on allait partir là-dessus. Qu'on allait revenir en arrière, et qu'il il allait, en fait,
Bah, moi, je sais pas pourquoi j'étais persuadé. Soit essayer de recommencer, mais en fait, Ok. ça allait se louper, parce que tu peux pas... t'es plus le même, en Ouais. fait. Tu Mais sais c'est que... Tu sais qu'elle va... Enfin, même là, on prend l'exemple où c'est moi, et je reviens en arrière, si je retente l'expérience. Mais en fait, je me dis, bah forcément, en fait, je vais lui plaire. Je pense que dès le premier soir, t'as pas le même T'es comportement. biaisé Parce que... direct. Mais c'est oui, ça, et du c'est coup, ça. elle aura pas forcément les mêmes réactions parce que toi, tu n'auras pas les mêmes propos, c'est pas possible, ou la même façon d'être. Ça se trouve, Oui, mais tu c'est peux ça. paraître arrogant, et en fait, ça gâche tout. Et puis même, Enfin, tu revis des trucs de. Enfin, c'est pas Et possible. c'est ça, de est-ce que tu construire à voudrais l'identique. revivre tout, je sais C'est pas, ça. ça serait très bizarre. C'est ça comme, que je trouve. Ouais, c'est ça que je trouve fou. Et c'est bizarre parce que c'est une réflexion que j'ai eue sur un effet Mandela. Tu vois, le film ne pose pas cette question finalement. Tu vois. Mais ça, j'en étais persuadé. Et du coup, bah, c'est pour ça que je voulais quand même en parler parce que je trouve que c'est une réflexion qui est assez rare et qui mériterait même un film entier là-dessus. Je te jure, tu pourrais faire un film Ah de ouais, fou ouais, c'est vrai. sur ça. Parce que c'est une vraie question, je trouve. On parle souvent de l'amour comme un truc, c'est la femme de ma vie, c'était écrit, qu'on se rencontre, etc. Mais en fait, ne serait-ce qu'en se rencontrant dans ce cas de figure-là, ça se trouve, ça ne matcherait pas. Et puis pareil, ce film, par contre, interroge beaucoup, je trouve. Grâce à ce film, en fait, j'ai la sensation que tu peux voir ta vie, tu sais, un peu comme un truc qui est déjà écrit. Et tu sais, tu te balades, en fait, sur cette frise chronologique. Ouais, ouais. Moi, tu vois, je suis quelqu'un qui ne croit pas du tout au destin, à la destinée, genre tout est écrit, etc. Mais du coup, ce film, je trouve, réussit à te placer dans cette condition de si tu peux te balader sur cette frise chronologique. Et la réflexion que je me suis fait en regardant le film, c'est que même une personne avec qui tu vas tomber follement amoureux, bah, des fois, en fait, c'est une question de contexte, c'est une question de moment de vie. Vous êtes rencontrés à ce moment-là de votre vie, c'est ce qui a créé cette petite étincelle, Non, mais- cette petite magie, tu vois. Et des fois, la même personne, tu vas la rencontrer 2 ans avant ou 2 ans après, bah, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'étincelle. Je Et pense ça aussi, totalement. je trouve que c'est beau dans ce côté un peu imprévisible de la vie, un peu magique, tu vois, que des fois, Ouais. tu vois, souvent on le dit, tu sais, il y a Mais des trucs, t'as l'impression que c'est pas le hasard, alors que quand tu déroules, tu dis, putain, toutes les coïncidences qui ont fait que ce jour-là, on s'est rencontrés, tu vois, ça paraît fou quand tu dézoomes. Et grâce à ce film, je trouve que tu t'en rends encore plus compte, quoi. Ouais, parce que je trouve que... alors, ce sera beaucoup moins romantique ce que je veux dire. Mais même à travers une œuvre, je trouve qu'une œuvre, quand tu peux la regarder à un temps donné, et tu n'auras pas la même sensibilité émotionnelle à un autre temps donné. Ah, exactement. Et je trouve qu'en fait, Bien sur sûr. une relation amoureuse, c'est la même chose. Tu peux ne pas avoir les mêmes sensibilités, et du coup, peut-être passer à côté de quelque chose, bah, parce que c'est pas le moment, en fait. Et comme tu dis, en fait, ça rejoint ce que tu dis là, c'est que il faut ce moment, en fait, où le feeling se crée. Je pense que le feeling, c'est là où je te rejoins, hein. Il peut pas se créer n'importe où. C'est pas possible. Et ça rejoint le fait que si on devait revenir en arrière pour revivre une relation qui a duré Ouais, ça se trouve, une trentaine d'années, ça ne marcherait pas, ça se trouve. Ça... ouais, Ouais, mais c'est ça qui est serait beau un film- aussi. En fait, ça serait un film de ouf à faire, je trouve, où tu suis, genre pendant une demi-heure, un couple tout au long de leur vie, où ils ont vraiment une relation de fou, ils se rencontrent, genre, tu sais, le truc un peu rêvé, sortie d'université, tu rencontres la femme de ta vie, vous vous mariez, vous avez des enfants, tout se passe parfaitement bien toute votre vie, vous avez une vie posée, enfin, tout est parfait, et juste, t'arrives à la fin de vie où, par exemple, la femme décède d'une maladie, et là, on présente au mari, bah tiens, t'as le pouvoir, si tu veux, de remonter le temps et de revivre toute votre relation, tu vois. Et du coup, un truc ultra attractif, en sachant que la femme vient de décéder, tu vois, forcément, t'as envie de revivre tout ça. Et le film pourrait se concentrer pendant 1 heure, tu vois, sur le fait qu'il revit tout et que finalement, bah, en fait, il se rend compte que la femme qu'il a aimée toute une vie, et bah, s'il revit sa vie, et bah, là, il tombe plus amoureux. Ça, je sais pas, je trouve Ça serait serait tellement fou. triste. Oui, en plus. Mais Mais que le mec se Mais- rend compte que bah non, finalement, en fait, je retombe pas amoureux. Parce que même en plus, t'es amoureux, par exemple, tu sais, l'amour il mûrit, j'ai envie de dire, et puis après, tu restes amoureux de ta femme, mais du coup, t'es amoureux après d'une femme de 70, 80 ans, tu vois, en fin de vie. Mhm. Mais du coup, si tu repars dans le passé,
bah, c'est plus la même femme, parce que vous avez évolué, etc. Toi, mentalement, du coup, en plus, toi, tu as évolué, même si tu remontes le temps, bah, mentalement, tu as évolué. Du coup, tu ressortirais pas avec une gamine de 18 piges, tu vois. Donc, il y a tout qui, je trouve, c'est... Mais oui, il y a aussi ça. Est-ce que ça se C'est trouve la à cet même âge-là, personne, mais pas la même elle t'a époque. Donc, supporté. c'est pas la Elle t'a même supporté. personne, en fait. Oui, même c'est pas... ça. Ouais, ça t'interroge même sur toi, ta construction identitaire. Tu as l'impression d'être toi, mais finalement, bah, le toi qui avait 18 piges, bah, c'est pas Et toi, t'es en fait. C'est totalement même plus différent. toi, quoi. Mais ouais. C'est ça. Nous-mêmes, ça serait marrant qu'on puisse faire une émission avec nos nous de il y a 10 ans, tu vois. Non, ça serait une mauvaise tellement idée. Ça serait une mauvaise idée. Donc bref, Mais- voilà, tu vois, ce film m'a même fait avoir des réflexions sur des trucs qui ne sont pas dans le film. Ça, c'est quand même très très fort, c'est assez rare pour être souligné. Ouais, c'est clair. Donc pareil, ce film, notamment avec la petite Margot Robbie, nous interroge aussi beaucoup sur les formes d'amour. J'ai trouvé qu'il se concentrait vraiment sur deux formes d'amour, deux formes de relations qu'on peut avoir. C'est-à-dire, il y a la forme un peu pulsionnelle, très, très intense, très... Tu vois la femme et t'es totalement retourné. Enfin, je parle à chaque fois de la femme, je parle Oui. de ma vision, mais bien Oui, sûr, voilà. vous comprenez, vous transposez selon vos goûts et vos préférences, hein, bien sûr. Mais il y a vraiment ce côté-là avec Margot Robbie où, faut le dire, elle est juste sublime. Elle représente vraiment, on va dire, genre la perfection, la Barbie finalement, tu vois. Ah oui, bah, Et, totalement. Ouais. Et du coup, elle représente ce genre de relation qui peut totalement faire vriller un homme, parce que voilà, des fois, il y a une telle attirance que tu peux péter un câble, tu vois. Et du coup, et de l'autre côté, tu as la relation, elle, qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus calme, beaucoup plus construite, avec qui tu sais que tu peux te poser, que tu peux faire un truc beaucoup plus stable, finalement. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir la confrontation de ces deux relations. Ouais, ça pourrait aussi faire penser un peu à la différence entre le coup de foudre et une relation amoureuse qui évolue et qui s'intensifie doucement. Là où le coup de foudre, c'est immédiat, c'est ultra puissant, et limite t'es prêt c'est ce qui peut potentiellement presque t'aveugler, entre guillemets, hein, quand on dit que l'amour rend aveugle, le coup de foudre, bah là, t'es prêt à faire n'importe quoi pour la personne, du coup. Qui est, je trouve, l'opposé à... Alors que c'est deux... L'un comme l'autre, il n'y a pas de meilleur ou non, hein. C'est juste que c'est différent. Ouais, c'est ça. Et l'autre, voilà, c'est ça, c'est une relation amoureuse qui est plus posée, où tu prends le temps de connaître la personne, et du coup, en prenant le temps, tu te rends compte que tu es de plus en plus attaché. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est pas la même... Bah ouais, mais j'ai trouvé ça très très cool de présenter. C'est pas le les même deux cheminement. cas. Et, Ouais. et du coup, j'ai eu encore un effet Mandela à ce moment-là. C'est le moment où il la recroise, tu sais, je crois que c'est à l'opéra ou je sais plus quoi, il recroise Margot Robbie et Ah oui. il se sert de son pouvoir pour remonter dans le temps, pour pouvoir lui parler de manière, tu sais, sans faire de conneries, tu vois. Ouais. Et du coup, il la ramène à son hôtel, tout ça, et puis clairement, il y a ouverture, tu vois. Et il décide, non, en fait, je me rends compte au moment où j'ai l'ouverture. Tu sais, c'est la fille sur qui j'ai fantasmé depuis des années, depuis que je suis ado. Tu vois, c'est la copine de sa sœur. Il fantasme sur elle depuis des années. Et là, qu'il a enfin l'opportunité, en fait, il se rend compte que, non, en fait, maintenant, je suis amoureux d'une autre. Et du coup, mes désirs, je me rends compte, passent au second plan, quoi, finalement. Et du coup, dans ma tête, alors ça, je pense que c'est lié au fait que moi, j'y serais allé. c'est Margot Robbie en même temps, tu vois. Mais surtout qu'il a la possibilité de... Enfin, vu qu'il pouvait rentrer dans le temps, c'est ça qui est très intéressant. C'est ça. C'est une vie parallèle, personne ne le saura jamais, en fait. Oui, même Margot Robbie ne le saura pas. Bah voilà, c'est ça. Donc, il n'y a vraiment aucun risque oui, c'est ça. de tromper sa copine. Il peut y aller, il n'y a aucun risque, mais du coup, il décide de ne pas le faire. Et du coup, mais moi, avec cet effet Mandela, moi, j'étais persuadé qu'il le faisait. Ok. Voilà, je pense que là, c'était lié à mes propres désirs à moi, je pense. En plus, c'est ça. Généralement, les faux souvenirs, on les reconstruit avec nos propres plaisirs. C'est ça. Ça, moi, en plus, c'est une vraie expérience. Mais en plus, là, pour le coup, globalement, en fait, je pourrais. Parce que je sais pas si tu l'as fait, toi, avec tes copines, tes ex, etc. C'est d'avoir le permis de tromper avec 3 stars. Si, genre, tu croises ces stars et qu'il y a moyen, et là, t'as le droit de tromper. C'est OK dans le couple.
Là, ok, t'as le droit. Moi, Margot Robbie fait partie de mon top 3, hein, je peux vous le dire. Donc moi, il y a Gal Gadot, Margot Robbie et Emma Stone. Voilà. Avec ces trois-là, j'ai le droit de fauter. Ça fait partie du contrat. Donc c'est pour ça, j'y serais allé. C'est Margot Robbie, je suis désolé. Oui, tu t'aurais même pas remonté dans le temps, du coup. T'aurais continué. Non, j'aurais même dit, pris des photos, ça. Tu vois. J'aurais même montré les photos. Donc voilà, bon, ça m'a fait rire. Et en même temps, du coup, ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'on la revoit plus du tout du film après Margot Robbie. Et non, moi aussi j'étais choqué du coup. Ouais, en plus, le fait que ça soit Margot Robbie, tu t'attends pas qu'elle ait c'est pour ça aussi, oui. Quoi. Je pense surtout que là, en plus, on l'a regardé vraiment à son moment le plus populaire, hein, avec Barbie. Oui, on la regarde. Elle explose de tous les côtés. Sur les réseaux sociaux et tout. C'est ça. Donc ouais, ça faisait bizarre. On parlait de Margot Robbie sur ce film alors qu'elle vient de sortir Barbie, tout le monde en a parlé. Et on l'a pas vu. Pas vu Barbie. Faudrait que je le regarde. Bon, je le regarderai quand il sortira en Blu-ray. Ah ouais, parce qu'apparemment c'est pas si mal, ouais. Ah ouais, je sais pas du tout, j'ai pas du tout suivi, mais du coup j'ai même pas été voir Oppenheimer non plus. Je suis un peu dég là, cet été, j'ai du mal à aller au cinéma. Ah oui, Oppenheimer là. Tellement bien en fait devant la télé maintenant que le cinéma du coup ça devient une. Faut vraiment que le film. Alors ouais, j'ai loupé un Nolan quand même. Ouais, Oppenheimer, ouais. Petit con, je suis vraiment. Ça valait vraiment le coup. Là, ça valait vraiment. Mais c'est l'été en plus. On arrête l'émission. J'ai envie d'aller au ciné quoi. Bon après c'est long, faut tenir. Ouais. Bref. Ensuite. Ouais, revenons à Abu Time. Oui, il était temps. Ouais. En fait, il y a trop d'Abu Time. C'est pour ça qu'ils ont changé le titre, je pense. Il y a trop d'Abu Time. C'est ça. Un autre truc que j'ai vraiment kiffé, c'est la relation entre le père et le fils. Et du coup, je sais pas si t'as... Parce que moi, quand j'ai revu le film là, une deuxième fois, j'ai noté une subtilité qui me semble... Enfin, ça faisait partie du truc que je me souvenais absolument pas du film. Donc je sais pas si toi, t'as noté la subtilité. Est-ce que t'as compris la fin de vie du père ? C'est-à-dire la fin de vie du père ? Qu'est-ce qu'il a fait pour son fils ? T'as pas noté, du coup. Ok, donc t'as pas dû comprendre alors. Non, ça me dit rien. Parce que moi, ça m'avait pas frappé au premier visionnage, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers ses 50 ans, on lui a annoncé qu'il avait un cancer, qui était relativement stable. Mais à partir de ce moment-là, il a décidé de partir en retraite anticipée, de s'acheter une maison à la campagne pour et vivre éloigné vraiment de ses enfants, de sa famille dans le présent, pour pouvoir avoir plein de moments où il se retrouve tout seul dans son bureau, pour que son fils puisse venir le visiter avant sa mort. Donc je sais pas si t'avais capté ça. D'accord. Ok. Ah non, c'est bien, t'avais pas capté, ouais. Et moi, ça m'a ultra touché, c'est qu'en gros, il se dit, mes jours sont comptés maintenant, j'ai un cancer, donc il me reste je sais pas combien, plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas. Mais du coup, il peut pas, en fait, s'il a une vie très active, où il est tout le temps dehors, etc., son fils pourra pas venir le voir, sans changer tout le présent, etc., tu vois. Et donc, en fait, pour les dernières années de sa vie, il a fait exprès de s'éloigner, d'aller vraiment à la campagne, dans une baraque et tout, de plus travailler, pour avoir plein d'après-midi où en fait juste il restait chez lui, mais en fait chaque jour son fils venait le voir, mais du futur. Et comme ça son fils a pu lui raconter sa vie après sa mort, tu vois. Il peut raconter ce qui se passe dans la vie de tout le monde, de toute la famille, une fois que lui il est mort. Donc avant de mourir, il sait ce qui va se passer, genre pour les 5 ou 6 prochaines années après sa mort, tu vois. Et c'est ce qui est ultra touchant à la fin quand il va avoir un deuxième enfant et qu'il se rend compte que là, je peux plus venir te voir parce que sinon je change l'identité de mon enfant, en fait. Ok, non, qu'il peut plus le voir et que c'est voilà. Parce que j'avais pas capté qu'il avait fait. J'avais compris, oui, qu'il revenait, que le personnage principal revenait dans le temps. Ouais. Et ça faisait comme un souvenir quand il joue au ping-pong là. C'est pour ça qu'il est champion de ping-pong d'ailleurs. C'est que le mec il s'est entraîné pendant X temps du coup. Mais du coup, pour avoir les conditions pour qu'il puisse se voir je sais pas combien de fois, il faut que le père il s'assure en fait d'être tranquille chez lui, avec personne, pour pas pouvoir modifier le présent quoi en fait. Ouais, ok. Et du coup, je trouve ça fou. Je trouve, moi ça m'a foutu des putains de frissons. Je trouve c'est vraiment. Et je me dis, en fait, c'est peut-être un truc auquel, que pour le coup, tu penses pas du tout quand on te parle de remonter dans le temps. Mais en fait, au-delà de structurer, de corriger ton propre présent, tu te dis, ouais, mais attends, si j'ai cette possibilité et que mon fils a cette possibilité, tiens, je vais construire ma fin de vie
pour avoir une relation totalement particulière et qui serait pas possible autrement en fait. On pourrait pas se voir autant si j'avais gardé une vie active toute ma vie, parce qu'il pourrait pas me revenir me voir comme ça. Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort. Et c'est un truc auquel je n'avais pas... Ça faisait pas partie de mes souvenirs, donc tu vois, j'avais pas dû capter un peu comme toi, tu vois. J'avais pas compris à ce point-là quel dévouement il avait eu à son fils sur sa fin de vie, quoi. Et bref, c'est génial, quoi. C'est ça qui fait que... Parce que je crois qu'il est assez long quand même, il dure 2 heures le film, non? Ah ouais? Je crois. Plus, tu vois. Et moi, il était assez... Ouais, assez parce qu'il y a pas mal de... Ah ouais? Parce que je trouve qu'il y a pas mal de moments quand même assez touchants, voilà, qui ressortent un petit peu de ce côté un peu comédie romantique. Ah oui, 2h03, ouais. Ouais, parce que... Ouais, voilà. Parce qu'il y a la sœur, au moment où elle a un accident, là, et tu te demandes ce qui va se passer, donc t'en parlais tout à l'heure, ils remontent dans le temps. Ouais, il y a là j'étais un petit peu déçu qu'il n'y ait pas tant de conséquences que ça. T'as le moment assez rapide. Où son enfant, c'est plus son enfant, qu'on explique que du coup, en changeant un micro truc dans le passé, du coup, c'est pas le même spermatozoïde ou je sais pas quoi, et du coup, c'est pas le même gamin. Mais du coup, je pensais que ça allait avoir plus d'importance finalement. Ça le met juste en garde, mais il réussit en plus à retrouver sa sœur, tu vois, et bon, il accepte quand même du coup que sa sœur ait l'accident. Il est obligé de voilà, il peut pas la sauver finalement. Oui, parce que ça change son enfant, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui, ça. Le changement, ça change le spermatozoïde et du coup, c'est pas le. Oui, voilà. C'est ça. Ah ouais, mais ce choc quand il prend son enfant et il voit que c'est plus le même, c'est plus du tout le même môme. Mais ça aussi, c'est ça que c'est intéressant, je trouve, dans ce passage-là, c'est que quand tu as ce pouvoir, c'est vrai que direct, tu penses à toutes les choses que tu vas pouvoir corriger, etc. Mais en fait, ce pouvoir implique aussi de devoir choisir de ne pas changer d'autres événements. C'est ça. Et c'est assez restrictif, en fait. Ouais. Puis c'est une putain de responsabilité, quoi. Ta sœur, elle a un accident. Même t'apprends que ta sœur... Parce que moi, pareil, il y avait tout un truc, tu sais, où sa sœur, tu voyais qu'elle tombait petit à petit en dépression. Et moi, il me semblait qu'il y avait un délire comme ça qui allait mener jusqu'à son accident. C'est pour ça, l'effet Mandela sur ce film est fou. Moi, j'avais le souvenir, en fait, que sa sœur, tout au long du film, en fait, on le voyait, lui, en train de tomber amoureux, d'avoir une relation qui s'épanouit de plus en plus. Et à chaque fois qu'on croisait sa sœur, on sentait qu'elle était pas bien. Mais lui, en gros, il s'en foutait parce qu'il était dans sa relation à lui. Il voyait que son bonheur. Et sa sœur, il a même pas capté au fur et à mesure des années qui passaient qu'elle était en train de dépérir petit à petit. Ouais. Et jusqu'à l'accident. Et moi, dans ma tête, il y avait vraiment un tournant au moment de ce film. C'est qu'il se rendait compte que pendant plein d'années, il avait négligé sa sœur jusqu'à cet accident. Et qu'en gros, il allait... s'occuper d'elle. Il allait reprendre... Ouais, il allait s'occuper d'elle. Il allait sacrifier une partie de son couple pour mieux s'occuper de sa sœur. Donc, pour moi, il y avait tout un délire là-dessus. Et ça m'a fait bizarre que finalement, ça soit réglé aussi vite dans le film. Oui, ça c'est expéditif. Il décide du coup de ne rien faire. Mais c'est comme si, moi, il y avait un autre film où il avait fait quelque chose. Il y a 2 films, il y a 2 versions. Si, mais après, il dégage son mec, non? Voilà, il décide de ne pas agir jusqu'à l'accident, et c'est au moment de l'accident que, en gros, il agit après, en fait, pour dire change maintenant ta vie. Ça aussi, c'est un beau message du film. C'est que tu as toujours l'impression, tu sais, dans ta vie à toi, qu'il y a des trucs, tu dis merde, si j'avais fait telle chose, j'aurais plutôt fait d'une autre façon, ça serait peut-être mieux passé. Tu es toujours en train de te dire, tiens, si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et tu dis, avec ce pouvoir, tu aurais moyen de tout corriger dans ton passé. Mais en fait, il faut pas se dire ça en s'empêchant du coup de changer le présent aussi. Parce que moi je dis, il y a jamais, en fait, il est toujours temps de changer quelque chose dans sa vie, quoi. Il y a aucune fatalité, et tant pis si t'as pas changé les choses pendant 10 ans, tu vois. Mais si un jour tu te sens prêt et tu changes, en fait, tu peux changer les choses dans le présent, quoi. Et ça, je trouve ça aussi intéressant, et c'est le choix qu'il fait un peu, quoi. Il fait merde, je peux plus changer le passé pour ma sœur, mais du coup, maintenant, je vais m'occuper d'elle, tu vois. Je vais l'aider à aller mieux, en fait. Et c'est possible, quoi. C'est un des points forts positifs que présente le film, c'est que même aussi, d'ailleurs, en pensant qu'on pourrait, si on remontait dans le temps, changer quelque chose pour améliorer notre vie, je trouve qu'à travers ce qu'on voit dans le film, c'est que tu te rends compte que tu pourrais effectivement changer quelque chose, mais tu te rends pas compte, en fait, des conséquences derrière que ça fait. Et des changements... Quand y a une action que tu as faite dans ta vie et que tu te dis j'aurais aimé changer ça parce que c'est l'effet papillon, en fait, hein, clairement, parce que tu te dis que j'aurais aimé autre chose,
On se rend pas compte, en fait. Notre vision, elle est ultra réduite sur cet événement-là, sur ce point-là. Mais on sait pas ce qui serait arrivé après. Et là, on le voit avec sa sœur. C'est que, en fait, sa sœur, bah, clairement, il avait l'envie de la sauver, mais il pouvait pas vraiment le faire, en fait. Et c'est assez intéressant. Tu peux même te dire que ça. En fait, sur le coup, tu te dis, bah, j'aimerais éviter que ma sœur soit malheureuse pendant certaines années, quand ça se conclut avec un accident. Tu sais, ça paraît le truc logique. J'ai envie d'éviter ça. Mais ça se trouve, sa sœur, en vivant cette épreuve et en changeant par la suite, eh ben, en fait, elle sera plus heureuse, elle aura une vie plus épanouie en ayant vécu cette épreuve. C'est ça aussi que des fois, voilà, il faut des fois aussi réussir à accepter les épreuves de la vie. Ça veut pas dire, faut pas faire non plus, ah bah c'est les épreuves qui te rendent plus fort. Non, des fois il y a des épreuves qui vont te détruire totalement. Mais t'en sais rien en fait. C'est à toi de gérer ton présent en temps réel, quoi. Et ce film justement. Oui, c'est ça. Faut se concentrer en fait sur les changements du présent. Même, et c'est ça qui est fort dans le film, c'est que même avec ce pouvoir qu'il a, lui va se concentrer sur les changements du présent. Ouais. Et c'est ça qui est puissant. Ouais. La fin, j'ai beaucoup aimé la fin où son père justement lui explique que bah, à toi en fait, ça sert à rien de tout changer parce que voilà, mais à toi de réfléchir à comment utiliser ton pouvoir pour vraiment apprécier la vie. Et du coup, bah, il décide en fait de revivre plusieurs fois les bonnes journées. Et ça, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça revient sur un truc, tu sais, qu'on a parlé souvent, qu'il y avait eu un sondage chez des personnes de plus de 80 ans et on leur demandait c'est quoi, si vous avez un regret dans votre vie, un truc que vous aimeriez changer, qu'est-ce que ça serait? Et je crois qu'il y en avait plus de 80% qui avaient répondu bah, en fait, j'ai trop stressé. Toute ma vie, je me suis inquiété pour le futur. Au final, il m'est rien arrivé, il n'est rien arrivé à mes proches. Et du coup, je me rends compte que j'ai perdu du temps à stresser, à m'inquiéter, etc. pour rien. Et du coup, c'est un peu ce qu'il fait. En vivant 2 fois la même journée, bah, en fait, il sait que dans cette journée, en plus, il va y avoir des bonnes nouvelles, ça va bien se passer, etc. Donc tiens, j'ai envie de revivre cette journée. Et tu la revis en sachant qu'il va rien se passer de mauvais. Et du coup, bah, c'est là qu'il se rend compte que, bah, en fait, il prend beaucoup plus de temps pour apprécier une architecture, pour apprécier un décor, pour apprécier des petites choses de la vie qu'il n'a pas pour fait partager un lors sourire de sa première journée. C'est ça. Sa première journée, en fait, il l'a pas fait parce qu'il pensait tiens, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je sois à l'heure à tel truc, faut que ah mince, s'il se passe ça, tu vois, il avait pas le temps, il avait son cerveau qui était totalement occupé à autre chose. Et du coup, petit à petit, c'est ce qu'il dit, c'est que petit à petit, en fait, au début, il revivait quasiment toutes les journées, mais petit à petit, en fait, il a appris à apprécier le présent en temps réel. Et du coup, il dit plus le temps passe, plus en fait, je revis pas les mêmes, enfin, je relance pas les journées. Je profite des journées comme elles sont et tout quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était très très cool. Ah ouais, mais c'est morale. Et surtout que cette scène, elle est ultra touchante parce que ça suit du coup le drame avec son père. Qu'il écoute son petit secret de famille. Il lui dit j'ai un deuxième secret de famille. Et je crois que il le dit comme ça. Bah, c'est celui-là que tu viens de présenter, de revivre une deuxième fois la même journée. Et je trouve que ce moment il est trop touchant, trop touchant. Quand tu le vois revivre la journée simplement comme le font la plupart des gens, comme le fait nous parfois, et après il le revit avec cette petite touche humoristique. Même par rapport à son collègue qui se fait engueuler, il met un petit mot sur le papier ou je sais plus quoi. Oui. Et je trouve que c'est... En plus, il y a la petite musique qui va avec et tout. J'ai trouvé ça ultra... ça m'a donné des frissons. Et même à la fin, il dit à sa femme... son discours n'est plus le même. La veille, il disait... c'était la même journée, mais bon. La première fois qu'il vivait cette journée, il lui dit « J'ai passé une journée épuisante ». Et la deuxième fois, il lui dit, bah, en fait, non, il dit, ma journée était pas mal, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est ça. Moi, je trouve que souvent, en fait, on se met dans un contexte nous-mêmes, en fait. Tu te mets en colère pour telle ou telle raison, mais souvent, en fait, les raisons sont futiles, mais tu te conditionnes à être dans un état qui fait que, dans tous les cas, tu vas passer une journée de merde. Et du coup, rien que de voir la vie, on va dire, de manière un peu positive, en étant positif, en s'attendant au mieux chez les gens, chez les événements, et ben en fait, c'est sûr, en fait, tu t'embellis la vie, même si elle peut être compliquée parfois, au moins, d'essayer de partir du bon pied, en fait, te permet, je trouve, dans tous les cas, de voir la vie d'une meilleure façon que si direct, en fait, si de base t'es méfiant envers tout le monde, si de base t'es en colère contre le monde entier, en fait, il y a des biais de confirmation qui feront que tu auras toujours un argument pour te méfier des gens et pour être en colère contre les gens. Donc,
Ouais, bah, À de toute façon, l'inverse, essaye de te biaiser positivement et ça marche, quoi. tu le vois simplement à travers une œuvre, encore une fois. Hein, quand tu regardes une œuvre, Oui, si tu c'est pars vrai. avec un En te disant que prisme tu vas pas aimer, négatif, c'est ça. ouais, bah, tu Ça, vas on en relever parlait pour Star ce qui est Wars. négatif. On en Ah parlait oui, pour Star Wars où c'était mission impossible de réussir à faire quelque chose qui plaise parce qu'il y avait tellement de gens qui y allaient en se disant bah, ça va être de la merde. Et du coup, bah, ça sera de la merde. Tu peux sortir le meilleur film de l'année. Ça sera forcément de la merde. c'est ça. Donc c'est pareil pour la vie. Voilà, c'est un peu le message qu'il faut retenir de ce film. La vie, c'est comme Star Wars. Si tu penses que c'est de la merde, ça sera de la merde. C'est ça. C'est trop la loi de l'attractivité. La loi de l'attraction, c'est ça. La loi de l'attraction. Bon, c'est un truc très ésotérique. Hein. Ah, tu connais pas la loi de l'attraction? Tu vas pas nous laisser comme ça, bah non. Et je ne dirai rien. Allez vous renseigner. Non, bah, la loi de l'attraction, c'est ça. C'est en gros quand t'es... bon, c'est très ésotérique, mais en gros, c'est... quand tu vois tout de manière négative, à force de croire à des choses négatives, bah, tu vas attirer ce genre de choses négatives. Mais à l'inverse, Oui. souvent, quand on parle de la loi d'attraction, c'est pour s'amener du positif. Faut penser positif pour s'amener quelque chose de positif. Faut penser que là, tu vas avoir telle chose et tu vas Et l'avoir. puis même, Mais il y a une part de c'est vrai. tout Hein. bête. C'est toi, tu rencontres quelqu'un qui est ultra enjoué, ultra positif, ultra souriant. Bah, t'as envie d'aller vers cette personne, t'as envie d'échanger avec cette personne. Et du coup, bah, toi-même, faut que tu te l'appliques à toi-même. C'est-à-dire que toi, si tu fais tout le temps la gueule, si t'es tout le temps en train de râler, etc., bah, en fait, tu vas pas attirer les gens. Et du coup, les gens vont pas être attirés par toi. Et du coup, ça va t'enfermer toi-même dans ta propre logique Mhm. que tout le monde est con, tout le monde ou je sais pas quoi. C'est un cercle vicieux, tu vois. Alors que si tu vas avec le sourire, si tu vas positivement, si tu vas vers les autres, bah, les autres vont bien réagir et du coup ça va à l'inverse te rassurer sur les autres, tout ça. Mhm. C'est Mais voilà. il y a- C'est ésotérique, mais je trouve il y a quand même un fond. En fait, Voilà c'est ce que j'allais te dire. logique. Il y a une part de vrai parce que même pour les peurs, quand tu as peur de quelque chose, tu peux avoir tendance en fait à exaucer cette peur. Quand tu as peur de tomber par exemple ou Ouais. je sais pas, en faisant du ski, je dis n'importe quoi, et bah cette peur va faire que tes jambes vont trembler, ça va faire un enchaînement de choses que Ouais. en fait tu vas rater et tu vas perdre comme beaucoup de choses en fait. Quand tu as peur de Mais pas d'ailleurs, réussir ça- un examen, tu peux rater Ça, ton examen. c'est un sujet qu'on va aborder dans quelques émissions. On fera une petite émission sur l'intelligence artificielle bientôt. Et justement, il y a toute une émission que j'ai écoutée là-dessus sur le fait qu'on est des êtres empathiques. Chose qu'une intelligence artificielle aurait du mal à reproduire sincèrement. C'est-à-dire Ouais. qu'on est des êtres qui... notre empathie, en fait, nous a servi même dans l'évolution. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive à ressentir quand quelqu'un est triste, même si nous, il nous arrive rien, ben on ressent la tristesse de l'autre, en fait. Quand quelqu'un a mal, voilà, c'est ce qui nous permet de construire des sociétés, c'est ce qui nous permet de plein de choses, en fait, d'être des êtres empathiques. C'est ce qui permet Hmm. que Je ferai un petit discours d'ailleurs sur l'empathie dans le film D'accord. qui va suivre. Ça va être intéressant. Ah ok, ah bah comme ça au moins c'est cool. Et en gros voilà qu'en gros c'est ce qui nous a permis aussi de se regrouper, d'être solidaires finalement. Même si on a l'impression que l'être humain pense qu'à sa gueule et tout, bah, en fait globalement c'est faux. Globalement non, on a besoin de s'entraider, sinon on n'arriverait pas à survivre tout simplement. Bref, mais ça, bah moi j'en reviendrai plus dans l'émission plus tard. Mais alors si toi tu voudras parler de ce sujet dans l'émission d'après, enfin même pas l'émission, dans l'émission, dans le je bafoue. Dans l'heure qui va il est suivre. temps. Mais il est temps même que je te passe la main, à moins que tu aies autre chose à rajouter sur About Time. About Time. Il me semblait que je voulais dire notre truc. Bah non, je crois que on en a parlé. Parce qu'on a parlé du coup de foudre et de. Non, mais c'est tout. Après, pareil, si, juste pour revenir sur le coup de foudre et la relation amoureuse, je pense justement, faut pas. Et c'est ce qui se passe peut-être aussi dans le film. Faut pas forcément s'attendre à un coup de foudre pour être amoureux. Alors, ça, c'est des trucs que nous, on a déjà parlé en off, ce qu'on différencie d'un coup de cœur. On a fait la différence entre le coup de cœur et le coup de foudre. C'était tout un sujet d'ailleurs. Le coup de cœur, tu vas avoir une forte attractivité pour la personne en fait que tu as en face de toi, ou un fort désir, et qui peut se rapprocher d'un coup de foudre, mais on l'a nuancé. On l'a nuancé un petit peu. Et là où un coup de foudre, ça va beaucoup plus loin, parce qu'en plus de ça, t'as le palpitant, à la limite ça te stresse, enfin c'est vraiment
presque un, je dirais pas un malaise, mais une angoisse tellement la personne qui est en face de toi ou la personne que tu vois te plaît. Et Oui, après, en plus, après, le film, là, prend j'ai envie de dire, Le point plus de fait partie vue du coup de un peu cœur. basique, que, en Oui, fait, tout à fait. vaut mieux aller vers le truc construit que le coup de cœur, etc. Mais bon, tu peux très bien faire un film où il finit Avec avec Margot l'inverse. Robbie et puis ça se passe totalement follement, encore mieux qu'avec Tout à fait. l'actuel. Ah, tu tout à vois. fait. Donc, bon, après, voilà. C'est ça. Chaque histoire est différente. de toute façon. Voilà, il y a pas de, ouais, il y en a pas de mieux ou non. Tu peux très bien vivre une relation amoureuse, mais comme dans le film, en fait, sans coup de foudre, ou au contraire, vivre un coup de foudre qui sera Ouais. et une Parce que relation ça, c'est amoureuse quand même un qui sera peu, terrible. c'est un peu, tu sais, dans le cinéma, c'est un peu toujours le même truc, tu vois. T'as un mec ou une meuf, tu vois, qui a le choix entre une personne ultra jolie ou une personne un peu moins jolie mais beaucoup plus gentille, etc. Et tu prends toujours cause pour le plus gentil et tout. Ça a créé le truc que les personnes jolies, c'est tous des connards, tous des teubés. Ouais, c'est vrai. Non. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi des personnes très jolies mais qui sont très intéressantes, très voilà. Ça n'empêche rien non plus. Il faut pas être dans la caricature. Ouais, voilà, tout à fait, tout à fait. Ah, mais l'amour, c'est Ce film compliqué. est pourri. C'est clair. Non, mais il pose ces questions-là. Il pose si vous avez la possibilité de remonter dans le temps, qu'est-ce que vous feriez pour votre vie? Et ça peut te remettre en question sur Tout ce que simplement, tu veux pour ici et conclure, maintenant, en fait. Se conclure, ouais, moi je trouve que ce film, en fait, t'offre un pouvoir qui, de base, tu te dis, ben oui, ça serait ouf. Et en fait, à la fin de ce film, tu te dis, bon, ça serait ouf, mais pas tant que ça, parce que ça peut vraiment être le bordel. Et au contraire, avec ce pouvoir, je me rends compte que les choix que je peux plus bouger, c'est ce qui font ce que je suis aujourd'hui. Et puis finalement, j'aurais tellement peur de changer ce que je suis aujourd'hui que ça se trouve, je changerai rien finalement. Tout ce qui fait que je suis cette personne-là à ce moment-là, c'est toutes ces expériences, toutes ces erreurs, tous ces choix que j'ai faits. Donc changer quelque chose, ça change tout. Donc ça se trouve, même si tu avais ce pouvoir, tu changerais rien. Et le film en plus te dit qu'en plus, il est jamais trop tard pour changer ce que tu as envie de changer, pour faire tourner ta vie dans un sens ou dans un autre. Et donc voilà, si vraiment tu es animé par cette envie de changer les petites erreurs de ta vie, en fait, il est jamais trop tard. Et je trouve c'est pour ça que ce film, je le trouve brillant, parce que je trouve que c'est vraiment un film qui, en te faisant passer un bon moment, je trouve il a vraiment... Il peut vraiment te servir dans la vie de tous les jours. Et je me demande même si à l'époque, tu sais, je te parle souvent des films qui ont un peu changé ma façon de voir les choses. J'ai pas eu l'impression que ce film m'a marqué dans ce sens-là. Mais je me dis que ça fait partie quand même de ma philosophie de vie. Et peut-être que ce film est à jouer pour quelque chose. Après, je me rappelle plus en quelle année je l'ai vu, tu vois. Donc voilà. Oui, parce qu'il y a quand même un moment donné où il a un très très gros dilemme. Le dilemme de s'il a un nouvel enfant, il perd son père. Ah oui, donc quand il a la possibilité d'avoir, enfin quand sa femme lui demande d'avoir un nouvel enfant et que lui en fait il s'est dit que potentiellement, sans même en parler à sa femme du coup, il perd son père, mais là le dilemme, c'est un dilemme un peu horrible. Donc bon après là normalement son père est déjà perdu d'une certaine manière, mais il perd cette connexion qu'il a à travers les souvenirs. C'est ça. Oui voilà. Ouais, c'est pour ça c'est un... Voilà, il y a beaucoup de moments très dramatiques, je dirais. Bon, au bout du compte, ça se passe bien à la fin, mais quand même, c'était une très belle comédie romantique. Ça. Ouais, là, pour le coup, c'était... Je suis pas trop film sentimental. Mais... Puis même, c'est assez rare, je trouve, de voir une relation père-fils de cette sorte-là. Parce que je trouve souvent, à la limite, tu vois des relations maman-fils. Mais père-fils, finalement, je trouve que c'est assez rare. Ah ouais. Qu'il y ait ce genre de relation, même dans le cinéma, dans les séries, tout ça. C'est plutôt rare. Tu vois, généralement, le père, c'est toujours un peu le rustre exactement. Qui parle pas sentiment. Qui... Mais tu sais, c'est exactement ce que m'a dit ma fille il y a cette semaine. On a regardé un film, le Parc des Merveilles. Sympathique, hein. Bon, bref, sans plus, je vais pas... Mais du coup, en regardant ce film, elle m'a dit, mais c'était quand même fou, c'est qu'à chaque fois, dans tous les films que j'ai vus, c'est toujours la maman qui est malade ou qui a un truc. C'est jamais le papa. Ah ouais. Et je dirais, c'est intéressant. C'est toujours la maman.
Ouais. C'est pas le papa. C'est pour ça le pouvoir, on en parle souvent, hein, le pouvoir du cinéma sur notre inconscient. Ah non, mais clairement, oui. On construit des archétypes de personnes. Ça influence c'est nettement. C'est un truc tout con, mais ouais, c'est important du coup qu'il y ait de la variété dans les rôles, dans les personnages. Exactement. Qu'on ne soit pas tout le temps figé sur des caricatures et c'est après on les expose dans la vie, nos caricatures, quoi. Donc c'est un truc de ouf. Hein. C'est ça. Bref, c'était beau. Voilà pour A Bout de Time. Maintenant, je vous laisse le micro, très cher. Ok. Je vais aller me coucher et je vous laisse avec Je te laisse parler. Non, mais bon, à toi. Voilà, je te laisse Allez. l'émission. Partons sur un autre film, d'un tout autre genre, les amis. Ah oui, bah là pour le coup. Ah, c'est pas du tout pareil. Ouais, là on n'est pas du tout sur un film, on va dire, philosophique. On est sur un film. Quand même. Ouais. Peut-être un petit peu. C'est une certaine philosophie quand même. Quand même. Mais qui est inspiré donc de faits réels. On va parler de Blood Diamond, les amis. Donc réalisé par Edward Zwick, qui est sorti du coup en 2006, comme quand même bien plus tôt. Et voilà, bah, ce film. 2006 déjà, punaise. Ouais. Ouais, mais c'est ça en plus. Parce que moi, Blood Diamond, je m'en rappelle grâce à une chanson du groupe de rap Sniper à l'époque. Ils avaient fait une chanson, mais je crois avec la section d'assaut en plus à l'époque. Section d'assaut, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien groupe de Maître Gims, de Black M, etc. Ils avaient fait un morceau avec Sniper et c'était Blood Diamond, justement. Voilà. Bah oui, parce que d'ailleurs, il y a des. De toute façon, les musiques dans ce film, moi je les trouve fantastiques, sans spoiler pour l'instant. Mais c'est un des. De toute façon, c'est une des forces majeures de ce film. C'est les plans. Il faut le dire, il faut que je raconte quand même mon histoire avec ce film, qui est complètement folle. Vas-y. C'est que du coup, j'étais tranquillement. J'avais un peu de temps sur Nantes. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais le louer, le film, pour le regarder tranquille. Ah, mais oui. Et du coup, je l'ai loué, sauf que finalement, mon attente était plus courte que prévu. Et du coup, j'ai pas pu le regarder. J'avais dû regarder 1 heure à peu près. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, je le regarderai ce soir. Ou j'avais 48 heures, en fait, tu vois, pour le regarder. Sauf qu'en fait, j'ai pas eu le temps de le regarder. Et du coup, ça m'a fait chier. La location était perdue. J'ai fait merde, tant pis, je vais le télécharger illégalement, tu vois. Je fais merde, je l'ai déjà payé une fois en le louant. Ça me fait chier, tu vois. Et on est 72 heures après, je peux plus le regarder, quoi. Sauf que je l'ai téléchargé illégalement. Sauf que là, je suis tombé sur une version belge ou une version québécoise. Et du coup, moi, vous savez que je suis attaché à certaines VF, notamment Damien Witeka, le doubleur VF de Leonardo DiCaprio. Et du coup, dans la version québécoise ou belge que j'ai regardée, c'était pas lui, du coup. Et je pouvais pas regarder. Ça m'a totalement sorti du film. Et du coup, je l'ai reloué une deuxième fois. Donc j'ai loué ce film, il m'a coûté cher. Il m'a coûté, en gros, je crois qu'il était à 2,99, qui m'a coûté 6 €. Voilà, 6 € et je l'ai même pas. Hein. J'aurais pu l'acheter directement en fait, mais. C'est clair. Ah bah oui, ce film t'aura. Mais de toute façon, nos 2 émissions là, c'était voie à l'échec hein, entre pour les regarder et puis après pour les enregistrer. C'était maudit, clairement c'était maudit. Mais du coup, toi, ce film, tu l'avais vu. De toute façon, tu l'avais déjà vu. Je pensais que je l'avais jamais vu. Mais en le revoyant, du coup, je me suis dit, si, je l'ai vu. Mais du coup, comme tu dis, 2006, j'en avais déjà parlé dans l'émission. Mais quand j'étais ado, en gros, quand j'ai eu mon premier PC portable, j'étais chez mes parents et tout, c'était en plein pendant la période méga upload, tout ça. Je sais pas si les gens de notre génération se souviennent, où tu lançais des torrents, à télécharger plein de balles, tu téléchargeais 10 films par soir. Et du coup, moi, j'étais vraiment dans une phase, on va dire, de boulimie culturelle. C'est-à-dire que je regardais genre 2 à 3 films chaque soir, quoi. J'enchaînais les films, j'enchaînais. Et j'ai dû me le faire à ce moment-là. Et du coup, c'est pas un film qui m'avait trop marqué, parce que je m'en souvenais quasiment plus. Mais là, le fait de le revoir, je me suis dit, si, en fait, je l'ai déjà vu. Voilà. Mais je suis bien content du coup d'avoir changé, tu vois, parce que c'est vrai que cette époque je regardais énormément de films, en même temps ça m'a créé un peu ma culture cinématographique, tout ça, mais tu te rends compte que tu n'apprécies plus les choses. Là maintenant je regarde beaucoup moins de films, mais quand je regarde un film, j'aime bien me poser, et puis je les sélectionne un peu plus d'ailleurs les films que je regarde, et j'aime bien me poser, me faire une soirée ciné tranquille, où je profite de l'œuvre, tu vois. Plutôt qu'enchaîner je sais pas combien de films ou de séries à la suite, à la chaîne, où tu sais même plus ce que tu regardes. J'aime pas ça, moi. C'est vrai que j'en ai déjà souvent parlé, de toute façon, mais j'aime pas ça. C'est sûr, mais après, c'est on va dire vraiment de façon
égocentré, mais je trouve que c'est la force de notre podcast, hein, donc pour nous-mêmes, c'est de s'obliger d'une certaine manière à savourer l'œuvre qu'on va regarder. Et moi, clairement... On parlait, du coup... Voilà, mais même là, pour présenter l'émission, moi, du coup, j'ai pas eu du tout la même approche sur Blood Diamond, entre quand je l'ai vu quand j'étais ado, et là maintenant. C'est pas du tout pareil. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant, parce que, bon là... Du coup, on vous fait profiter de notre analyse, de notre humble analyse, mais je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant de faire comme ça. Surtout que, bah, oui, mais moi j'ai toujours temps. comparé notre podcast, je l'ai toujours comparé un peu, tu sais, à un club de lecture où tu le vois dans les séries américaines où tu as plein de petites vieilles qui se réunissent une fois par semaine pour elles lisent un livre pendant une semaine et puis elles se réunissent pour discuter du livre. Et je trouve ça en fait tellement enrichissant. Au lieu de consommer bêtement, et puis tu sais, voilà, mais je fais pareil en fait pour plein de trucs dans la vie. Hein. C'est vrai que moi j'ai plus tendance maintenant à aller me faire un bon resto de temps en temps plutôt qu'enchaîner plein de restos ou je me rappelle même plus ce que j'ai bouffé, tu vois. Je préfère me faire un bon petit plat sur lequel je sais que là je passe un moment particulier où je vais profiter de chaque aliment, chaque truc, tu vois. Et je trouve, je sais pas, moi j'aime bien cette philosophie de vie. Après je peux comprendre qu'on soit pas dans le même délire, mais moi c'est vrai que j'essaye de l'appliquer à beaucoup de choses. Voilà. Ouais, même de se mettre en condition pour le faire. Et là j'ai cité ma fille, là, parce que par exemple tous les vendredis soirs, c'est pour ça qu'elle m'a sorti cette phrase là par rapport aux mamans, il y a que les mamans qui sont souvent malades. C'est qu'on essaie de tous les vendredis soirs de se faire un film. Donc on ritualise un peu cette soirée cinéma. Rituel, ça, ouais. Mais je trouve que, déjà moi, quand je me rappelle de mon enfance, le fait d'avoir un rituel avec la trilogie du samedi soir, ça m'a marqué. Et je trouve que c'est bien de se mettre en condition presque pour regarder un truc, pour machin. Donc ça, voilà, c'est savourer le moment, quoi. Et du coup... Ouais, mais moi je suis sûr que ta fille, elle s'en souviendra toute sa vie. De toute façon, je pense que c'est peut-être un truc qu'elle reproduira avec ses gamins plus tard. Mais je trouve que c'est important de marquer même certains trucs. Des fois de faire... là, tu vois, tu organises cette soirée du vendredi soir, c'est votre rituel, etc. Donc il y a un côté un peu événementiel, un côté... ouais, voilà, c'est ça. Aussi, plutôt que si c'est, bon, bah tous les soirs, on fait le... Vas-y, tu veux quoi? On met la télé, vas-y, on regarde ça. Et tu sais, ça devient banal, ça devient un truc, un acte totalement anodin, tu vois. Que de se préparer, de se dire, bon allez, tout le monde est là, tout le monde sous la couette, viens, on s'est fait nos petits gâteaux, on s'est fait nos trucs. Bah, c'est une vraie petite séance de cinéma à la maison. Ouais, voilà, c'est ça. Faire, hein. Mais c'est je pense cool, que pour un gamin, et même pour toi, en fait. Même pour toi, du coup, c'est oui, ah bah oui. Kiff, quoi. Mais je l'avais demandé en restaurant, justement, quels étaient les trucs favoris qu'elle aimait faire. Et ça faisait partie de ses trucs favoris, quoi. La soirée cinéma, tous ensemble, c'est... Ouais, c'est trop cool, mais c'est clair. Hein. Bon, à la base, on n'était pas du tout parti sur ça. Ça va. En fait, c'est le fait de parler d'About Time. On parle de rien. On parle de tout. Et du coup, Blood Diamond, moi, c'est... faut le dire, c'est que quand je l'ai vu, quand j'étais ado, il m'a clairement marqué. C'est un des films qui m'a marqué dans mon adolescence. C'était le moment où j'étais un peu dans le délire, pas complotiste, mais presque, on va dire très militantiste, où j'écoutais du rap. C'est à peu près l'époque où on s'est rencontrés. Hein. C'est ça. Pendant quelques années, on a été très où on écoutait du rap engagé, du reggae militant, ça parlait des Illuminati. Légalisation. Ouais, exactement. Donc c'était à la limite du complotisme parfois, mais il y avait ce côté un peu rébellion où il faut changer le système parce que tout va mal. Et ce film-là, il m'avait choqué. Je pense qu'il m'a... Déjà parce je trouve qu'il est très bien réalisé, par sa musique, comme on disait tout à l'heure, par les plans. Les plans, ils sont magnifiques. Je trouve qu'il y a pas mal de plans qui sont très très beaux. Ouais, c'est vrai. Et il y a du rap dedans. Il y a même, je le savais pas, mais c'est Nas qui a fait un morceau de rap conscient pour le film. Okay. Et à l'époque où j'écoutais du rap, je le savais même pas. Je l'ai appris là, en regardant le film. En faisant une petite recherche, ouais, c'est ça. Il faisait du rap US conscient, quoi. Enfin, du bon vieux rap US. Et du coup, j'ai trouvé ça pas mal. Mais voilà, bref, le film m'avait touché. Émotionnellement, il m'avait touché. De toute façon... l'histoire des trois personnages là, qui s'entrecroisent,
Je trouve que c'est En plus, réalisé c'est à ça qui est merveille. fou, parce que tu parlais de théories du complot, etc., qui sont encore plus à la mode aujourd'hui hein, qu'à l'époque. Tu vois. Parce que nous, nos théories du complot, à l'époque, c'était vraiment la base des théories du complot. Tu sais, c'était le début d'Internet, c'était vraiment les théories du complot, les Illuminati, le 11 septembre, tu sais, c'est vraiment la base, tu vois. C'est des Ouais. trucs Mais je crois que Maintenant, c'est tellement diversifié sur plein de sujets, sur les mecs, ils arrivent à t'attraper sur n'importe quel sujet. Enfin, bref, c'est un délire. Alors que, bah, en fait, ce film présente un fait exactement. qui est connu de tous en plus. C'est ça qui est fou. C'est qu'on n'arrête pas de se chercher des théories du complot, de je sais pas quoi, sur je sais pas quel sujet, alors qu'il y a des trucs totalement avérés sur lesquels on a totalement conscience. Que ça soit là bah, pour les diamants en Afrique, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus vaste comme sujet, c'est toutes les ressources, mais même ou alors le travail d'enfants dans certains pays, tous ces sujets-là, on le sait en fait. Donc il y a des choses où c'est même pas un complot parce qu'on le sait. Et il y a plein de gens qui vont pas lutter pour ces causes-là, ils préfèrent aller s'enfermer. Non, mais non, parce que là, à un moment, on essaye de nous priver de nos libertés sur tel sujet pour tel truc, hein, la con, tu fais putain, il y a des vrais sujets qui sont avérés, et là, par contre, personne n'ouvre sa gueule. Donc c'est vrai que ce film rejoint même pas les théories du complot, en fait, parce que c'est... Je sais pas. Oui. Mais je crois d'ailleurs, même à l'époque, quand on parlait de théorie du complot et tout, on n'y croyait pas vraiment. Quand on parlait des Illuminati et tout, c'était une forme de mascotte, mais on parlait d'un élite, on parlait de machin. Mais je ne me rappelle pas y croire complètement. Mais par contre, je sais plus dans quel état j'étais. Après, il y en avait certaines, si. Je pense que le 11 septembre, j'y ai cru quand même pendant longtemps. Peut-être, mais mais après, c'était vraiment le début, tu vois. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cinquantenaires et plus qui ont découvert les théories du complot avec le Covid. Hein, et c'est pour ça qu'on en a parlé dans l'émission qu'on avait fait sur les sectes. Que ces phases-là où les gens ont peur, c'est là que les gourous t'attirent encore plus facilement. Et moi, j'ai l'impression, à l'époque, avec le 11 septembre, tout ça, c'était un peu la première fois que j'avais accès à des infos parallèles, tu vois. Et du coup, t'as pas le recul nécessaire. Maintenant, en fait, je l'ai, parce que c'était, du coup, il y a 15 ans, il y a plus de 15 ans. Et du coup, je me rends compte aujourd'hui que tout ce qu'on me promettait, l'horreur qu'on me promettait à l'époque, les complots, il s'est rien passé. Et je pense qu'il y a des gens avec le Covid qui vont un peu faire le même fonctionnement, j'imagine, parce que tu te rappelles à l'époque du Covid où on nous promettait que c'était un génocide, que dans 6 mois, tous les vaccinés seraient morts, etc. Oh oui, c'est bon, pour le moment, ça va à peu près. Au niveau génocide, on est plutôt serein, tu vois. Mais du coup, je pense que voilà, s'il y a une autre crise et qu'il y a les mêmes mecs qui viennent te prédire des trucs atroces comme ça, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui ont fait le chemin intellectuel pour se dire, bon, est-ce que c'est pas lui qui serait en train de me prendre pour un con, tu vois. Et moi, c'est ce chemin que j'ai fait à l'époque. C'est que j'ai cru, je crois, le 11 septembre, j'y étais à fond dedans. Après, les Illuminati, etc., je crois pas. Mais j'avais l'impression que c'était une sorte de symbole. Ça représentait une élite dirigeante. Une part de vérité, c'est ça. C'est ça. Puis même, comme on dit, en fait, souvent, il y a des théories du complot. À chaque fois, on voit ça sous un truc satanique, je sais pas quoi. Et qu'il y ait des complots, il y en a, ça c'est sûr, mais des fois en fait il y a des complots qui sont positifs, qui sont là, c'est le fameux dilemme du tramway, c'est qu'il faut prendre des discussions pour l'humanité, qui vont pas convenir à tout le monde, mais des fois il y a des complots qui sont là pour satisfaire le plus grand nombre de personnes. Forcément il y aura des gens qui seront déçus par certaines décisions, mais faut faire des choix, de toute façon on est obligé. Donc des fois il y a des théories du complot qui en fait peuvent être positifs, c'est ce qu'on s'est toujours fait cette remarque. En fait, ça voilà, c'est que des fois on dit qu'il n'y a pas de complot, et des fois on dit qu'il y a potentiellement des complots, mais après il faut savoir si le complot, comme tu le dis là maintenant, est-ce que derrière en fait il n'y a pas quelque chose de positif, pour des fois nombre, en fait. C'est ça, voilà. Peut-être que dans ce complot, justement c'est un complot parce que c'est caché, parce qu'il va y avoir des dégâts, mais ces dégâts seront là pour sauver un plus grand nombre en fait, et malheureusement. Ouais, pourquoi toujours voir le complot d'une manière satanique c'est plus sensationnaliste, de toute façon. Ouais, voilà. Mais pour faire un truc bateau, limite, faut que tuer 10 personnes pour en sauver 100 000. Mais ça, faut pas le dire en fait. Ça se fait pas. Et évidemment, moi, si dans les 10 personnes il y a un de mes proches, je refuserai, c'est évident. Mais du coup, il y a un peu ce délire là. C'est vrai que des fois, on sait pas. Mais Blue Diamond, lui, il dénotait par rapport à tout ça parce que, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un fait réel. Et en plus, tu peux le faire... Globalement, on est tous au courant, quoi. Mais oui. C'est ça qui me semble et c'est pour tout.
Tu peux faire l'analogie avec le tabac, avec les enfants qui travaillent dans le tabac en Afrique et qui ont des problèmes de santé à cause du tabac qu'ils cultivent. Avec tout, avec le cobalt pour nos téléphones, avec plein de minerais en fait, avec le pétrole. D'ailleurs, l'uranium pour nos centrales. Enfin, tout voilà, c'est ça. Il y avait. On arrive à se détacher, Et en même temps, même si tu en as conscience, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. C'est ça qui est. T'es dans t'es dans un système qui fait que. Ben, ça pose en fait d'ailleurs, c'est une question sur la liberté. À quel moment en fait notre liberté individuelle s'arrête? À partir du moment où en fait notre liberté nous permet d'acheter des diamants, par exemple, qu'ils soient de sang ou non, mais en sachant en fait que ces diamants de sang contribuent à une guerre, ok, t'as la liberté de faire ça. Mais est-ce que c'est... Même ce film, finalement, je trouve, tu sais, ce film, au premier abord, tu te dis, ouais, c'est bien, c'est un film qui dénonce, qui est revendicatif, etc. Et au final, avec du recul, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de courage, en fait. Parce qu'il parle des diamants. Et du coup, bah, le mec lambda qui va regarder ça, il va se dire, ah ouais, bah voilà, c'est encore ces salauds de riches qui s'achètent des diamants, c'est le luxe. Il se sentira même pas concerné. Alors que lui, il a son téléphone dans la main, il a sa petite bagnole. Donc il fait la même chose pour d'autres sources. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas faux. Et c'est vrai que parce que moi, c'est le sentiment que t'as quand tu regardes. Et peut-être que même j'avais à l'époque, tu vois, c'est comme d'hab, c'est ces salauds de riches, tu vois. Alors que bah, même nous, en fait, à une échelle totalement basse, tu vois, on en profite aussi, tu vois. Et du coup, le film pose peut-être pas assez cette question, tu vois. Mais il te remet pas toi-même en cause, tu vois. On s'attaque toujours au même, quoi, aux riches, aux méchants riches, etc. Ah, c'est pas faux. Mais je me demande du coup à l'époque si je m'étais pas. Moi, cette réflexion-là m'était pas venue à l'idée parce que, au contraire, bah, vu que c'était un moment où on radait pas mal de trucs et tout. Forcément, tu peux avoir un cheminement de pensée qui fait que tu te rends compte. Que tu te rends compte de ça, mais le film ne le présente pas forcément. Tranquille, quoi. Ouais. Mais de toute façon, c'est un truc. Alors, ce qui est assez marrant avec ce film, moi, c'est que du coup, c'est le même réalisateur que Dernier Samouraï, c'est ça? Oui, mais je savais pas ça. Je l'ai vu que. Bah, oui, moi non plus, là. Du coup. Mais du coup, ce qui est assez drôle, c'est qu'en regardant Blue Diamond, je me suis fait exactement la même réflexion que je m'étais faite devant le Dernier Samouraï, c'est-à-dire. On parle là d'un sujet en Afrique, tout ça, et le héros, ça va encore être une star américaine. C'est Leonardo DiCaprio, c'est le jeune blanc, beau gosse, etc. Dans le Dernier Samouraï, pareil, c'était Tom Cruise, c'est lui le héros globalement du film, tu vois. Et là où dans le Dernier Samouraï, du coup, je l'avais un peu mal pris, là en voyant ça, en me disant que le mec il reproduit un peu la même chose, il se sert de l'acteur principal, c'est une star américaine. Alors, ça va être curieux de savoir dans toi la réalité, du coup, est-ce que ça correspond? Parce que dans le Dernier Samouraï, l'histoire était vraie, mais c'était un Français d'ailleurs. Et là, c'était Tom Cruise. Ouais, on avait fait le vrai du faux. Il y avait il y avait beaucoup de modifications. Donc mais du coup. Sur le Dernier Samouraï, j'avais trouvé ça bof. Et là, du coup, en fait, je me suis dit simplement, c'est con, hein, mais si tu fais un film comme ça, sans star américaine, et ben en fait, les gens vont pas aller voir le film. C'est un chat que j'entends. Pas du tout. C'est un chat. Il va participer. Et mec, il n'y a pas sa chienne, il y a un chat qui est là. Bref, ce que je disais, c'est que en fait, des fois, en fait, c'est une question de. T'as envie que ton message passe. Bah, des fois, en fait, tu dois faire des choix que tu sais qui vont servir en fait pour que le message se diffuse le plus possible. Et que là, t'aurais fait un film rien qu'avec des acteurs inconnus ou je sais pas quoi. Bah, en fait, personne peut-être en aurait parlé de ce film. Il y a tellement de films qui passent à la trappe. Là, le fait d'avoir Leonardo DiCaprio dans le film, même si ça transfigure un peu la vraie histoire. Bah en fait, ça va attirer du monde. Et du coup, c'est quoi le plus important? C'est de raconter la vérité ultra fidèlement ou de travestir un peu la réalité sur certains points en utilisant des stratagèmes qui vont faire que le public va aller en salle, tu vois. Et du coup, voilà, donc je l'ai accueilli beaucoup plus positivement qu'à l'époque que je l'avais fait sur le Dernier Samouraï. Parce que je me dis, pareil, Dernier Samouraï, si t'avais pas Tom Cruise, t'avais un acteur anonyme ou je sais pas quoi, qui parle en plus, c'est pour le public américain, c'est l'histoire d'un Français au Japon. Tout le monde s'en battrait les couilles. Là, c'est Tom Cruise, c'est l'histoire d'un Américain au Japon. Oh, bah direct, là, on y va, tu vois. Et du coup, voilà.
Ça nuance un peu les propos que j'avais eu à l'époque sur le Dernier Samouraï, parce que je vois que ce réalisateur a tendance à reproduire cette même recette, et tu sens qu'il est engagé sur pas mal de sujets très intéressants. Oui. Donc je me dis finalement, est-ce que c'est pas lui qui a raison, en fait. Voilà. Ouh, c'est beau. Bah, fin du podcast. Fin du podcast. Mais ouais. En plus, souvent, je trouve que... Donc là, t'as mis le point sur le choix, en fait, d'une célébrité. Et là, d'un acteur américain. C'est vrai. Est-ce que c'est pas nécessaire, en fait, d'appuyer là-dessus? Et souvent... alors, c'est un tout autre film, mais même pour Gladiateur... Tous les films que moi j'ai bien aimé parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, on se rend compte en fait qu'à chaque fois ben, la fiction en fait a déformé quand même pas mal de choses. Et si on prend le dernier Samouraï par exemple, on sent qu'il a déformé déjà en plus de prendre Tom Cruise pour attirer du monde, il a déformé je pense aussi pour que ça soit accessible et comment dire abordable quand tu le regardes, tu vois, que ça soit fluide, que ça soit agréable. Et du coup, tu es obligé, en fait, de casser un peu ce qui est réel. Et par exemple, Gladiateur, c'est un tout autre genre, mais Gladiateur, j'ai l'impression qu'il avait cassé tout le côté un peu réel, même s'il y a quand même pas mal de choses qui sont vraies, pour, j'ai l'impression, se pencher sur le côté philosophique. T'as l'impression que des fois, en fait, casser le côté réel, c'est pour appuyer autre chose. Et des fois, ça peut servir. Mais le problème, c'est que parfois, ce que tu montres, en fait, ce que tu vois, et moi, c'est ce qui s'est passé peut-être un petit peu à l'époque, c'est t'y crois dur comme fer, en fait. C'est ce que tu vois, voilà, et tu fais pas du tout la nuance avec la réalité, et tu dis, ah ouais, d'accord, c'est comme ça que ça se passe, ok, et t'as pu... Tu prends pas le recul, en fait, derrière. C'est ça qui est compliqué. Même inconsciemment. Donc c'est compliqué. C'est ce qu'on dit tout le temps. Le cinéma a une grande responsabilité dans la réalité qu'il nous présente parce que pour beaucoup, dont nous, en fait, ça va faire partie de la construction mentale qu'on se fait du monde. Donc le cinéma faut pas prendre le cinéma à la légère. Le cinéma a une réelle importance dans notre représentation de la réalité, quoi. Donc c'est intéressant de débattre de ces sujets justement pour. Et sachant que les réalisateurs ont du coup des choix à faire, là, comme Edward Zwick, pour que son film soit abordable. Là, il est connu, je pense que c'est un film qui est assez cultissime, j'ai envie de dire. Je pense qu'il est assez... si vous ne l'avez pas vu, bon là, on a quand même dit pas mal de choses. Je pense qu'on est rentré un peu dans une partie spoil. Oui, mais t'as même pas raconté le pitch de base, en fait. Oui, c'est vrai. Ceux qui l'ont pas vu, avant de partir en partie vraiment spoil, raconte vite fait le speech, quoi. Du coup, on suit Leonardo DiCaprio, qui s'appelle Archer, dans le film, qui est en gros un petit trafiquant, on va dire, un petit businessman qui récupère des diamants du coup en Afrique pour les ramener soit en Amérique, en Amérique plus spécifiquement. Et c'est lui qu'on va suivre tout particulièrement, mais à travers lui, on va rencontrer Jennifer Connelly qui joue Maddie, une journaliste, et Djimon Hounsou qui joue Solomon, un acteur que j'adore d'ailleurs. Et qui lui travaille en fait dans les diamants. C'est ça qui est intéressant, c'est que lui va se retrouver à travailler dans les diamants, il va perdre sa famille à cause de la guerre, et on va suivre ces trois personnages en gros. Et ça qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est ce qui rend le film assez attractif, c'est parce que tu vois Solomon qui perd sa famille à cause du trafic de diamants, et du coup, ça t'impacte émotionnellement beaucoup plus que si tu n'avais pas vu ça. Et je trouve que le travail de Maddie, en tant que journaliste, permet aussi de voir comment les médias traitent le sujet. Parce que ça, c'est un truc que j'avais pas vu à l'époque, mais le côté média et le côté sensationnaliste qu'elle est obligée de faire, mais qui la dégoûte, c'était assez intéressant. En fait, ça rejoint ce que je disais sur le choix de DiCaprio, etc. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ça te fait chier d'être sensationnaliste, etc. Mais si tu le fais pas, en fait, les gens liront pas ton papier. Donc si tu as envie de défendre certaines causes, des fois, il faut jouer le rôle du sensationnaliste, même du putaclic ou je sais quoi. Tu vois, c'est ça qui est tellement complexe. Est-ce que les gens vont critiquer le fait que c'est putaclic, c'est sensationnaliste, mais si c'était pas ça, en fait, ils l'auraient pas lu. Ouais, ils l'auraient pas lu, ils auraient pas cliqué dessus. Donc on est victime de nos propres biais et du coup...
c'est pour ça que tout est toujours plus nuancé que ce qu'on peut dire, quoi. Des fois, on réagit à l'instinct sur un truc qui nous dégoûte alors qu'on est le premier consommateur de ce truc-là. C'est complètement fou, quoi. Oui. Oui, et pour ceux qui connaissent vraiment pas les diamants de sang, en gros, ce qu'on appelle les diamants de sang, c'est des diamants qui ont été récupérés et qui contribuent en fait à la guerre civile, et là plus spécifiquement en Sierra Leone. C'est ça tout le sujet. Du coup, quand tu achètes un diamant, c'est tout le sujet du film, bah là en fait tu contribues clairement à la guerre et à un génocide complet, parce que là, je crois que c'est le RUF, parce que je l'avais noté, vu que... vu que ça fait un petit moment qu'on l'a vu le film. Oui, c'est le RUF, ouais. C'est le RUF, donc en Sierra Leone, qui sont des rebelles, donc ça traite aussi des enfants soldats d'ailleurs, donc c'est aussi assez intéressant là-dessus. Parce que, oui, c'est vrai, oui, et on leur lave totalement le cerveau. On voit ouais. le fils de Salomon qui même leur... C'est pas qu'il le reconnaît pas, mais qu'il est tellement dressé, il va balancer son père, quoi, tu vois. Ouais, il est horrible ce moment. On le voit en plus, un truc qui m'a pas mal marqué dans le film, c'est qu'on les voit qui leur donnent de la drogue aux gamins. Et ça m'a fortement rappelé l'émission qu'on avait fait sur Once Upon a Time in Hollywood, où on avait parlé de Charles Manson et du coup des sectes, où il y a beaucoup de sectes qui utilisent ce stratagème. C'est qu'ils te font croire... donc là, je parle de sectes, hein, mais tu sais, on te fait croire que tu vas avoir des visions et tout, donc on te fait consommer de la drogue. Et en fait, ça sert d'emprise, parce qu'une fois que tu es dépendant à la drogue, tu es d'autant plus réceptif à un message, etc., et à suivre un gourou qui, lui, va pouvoir te fournir ta drogue. Et du coup, j'ai trouvé ça ultra intéressant de voir que on se servait de la même technique pour les enfants soldats, en fait. Tu drogues un gamin, il a besoin, en plus de se faire laver le cerveau, en plus tu lui as modelé totalement sa façon de voir les choses. En plus, il est dépendant à une drogue que toi, tu lui fournis, et du coup, c'est ta chose, quoi. C'est ton soldat. Ouais, quoi. ouais. Et j'ai trouvé ça... ouais. Et là, ça a été plutôt bien respecté, si on peut dire ça comme ça. Justement, la drogue et les enfants soldats, comment ils sont recrutés, comment ils sont lobotomisés, on va dire, à travers le chef un peu du RUF qu'on voit souvent, là. Ouais. Et c'est assez atroce, hein. Sachant que les enfants soldats, il y en a encore. Hein. J'avais noté qu'il y en avait en Somalie, au Congo et au lac Tchad. D'accord. Et donc ils utilisent encore les mêmes techniques. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un livre que je vous conseille. C'est le livre, je sais pas si tu l'avais lu, le livre de Gaël Faye. Le livre de Gaël Faye. Mais non, ouais, je l'ai toujours pas lu, punaise. J'adore Gaël Faye. C'est et moi qui avais vu son film. Qui présenté les livres. Mais même pas, j'ai même pas vu le film, j'ai pas lu le livre. Parce qu'on devait faire une émission. On devait faire une émission. On pourrait faire une émission livre et moi, film. je devais voir le film avant de voir le livre. Parce que toi, t'avais fait l'inverse, je crois, c'est ça. C'est ça. Ouais. Moi, j'avais lu le livre et après, il faut qu'on parle de Gaël Faye en plus. Voilà. Bon, moment de vie, oui, j'y pensais même plus à ça, alors que je l'ai, hein, le livre, j'ai tout. Moi, je dirais pas. J'allais dire un truc, mais du coup, on en parlera, je pense, de toute façon, quand on fera cette émission-là. Voilà, oui, ce sera très intéressant. Pour les auditeurs, non, allez voir Petit Pays de Gaël Faye. Allez voir ou allez le lire. Le livre est génial. Écouter la musique de Gaël Faye, c'est juste... Oui, déjà, de base. Et ça parle de ça, de toute façon, ça parle des enfants soldats et tout, donc c'est super intéressant. Et il y avait un truc que j'avais vu il y a pas si longtemps, en fait, et du coup, c'est pour ça que je voulais parler de l'empathie, parce que justement, c'était un sujet sur ça. Et ils parlaient aussi des enfants soldats. C'est qu'ils expliquaient qu'en fait, il y avait plusieurs styles d'empathie. Entre 1 et 2 ans, on avait tous de l'empathie émotionnelle. Voilà. À part les psychopathes qui n'ont pas d'empathie. C'est quand tu nais sans empathie. Quoi. Non, c'est les psychopathes. C'est psychopathe okay. Ouais, c'est les psychopathes, ouais. Okay. Parce que la sociopathie, c'est des facteurs sociaux. Tu peux le devenir. Alors que psychopathe, okay. Tu nais comme ça. Tu nais... ok, d'accord, ok. Ouais. Tu nais souvent, ils avaient vu que... les personnes qui ont peu d'empathie, c'est qu'ils ont un amygdale, si je ne me trompe pas, très petit dans le cerveau, hein, et ce qui fait qu'ils ont du mal à reconnaître les émotions chez les autres, et du coup ils ont du mal à se mettre à la place de l'autre. Mais du coup voilà, l'empathie émotionnelle... Du coup c'est pas forcément négatif, c'est ça qui est fou. C'est ça, oui. Tu penses psychopathe, tu penses à un tueur en série, je sais pas quoi, mais des fois pas du tout. Des fois au contraire, ça peut être des très grands chirurgiens qui justement, ce manque d'empathie va leur permettre d'être très sur d'eux et très
confiants dans eux-mêmes, enfin ils vont pas stresser pour rien, etc. Donc des fois en fait, parce que tu pourrais te dire, tiens, vas-y, on fait un scanner aux gens dès qu'ils naissent, et si on voit qu'il y a il y a ces caractéristiques qui font que c'est un psychopathe, bon, on les bute, tu vois. Mais Oui, non, parce qu'en fait, il y a non. des gens qui ont fait des choses géniales qui étaient psychopathes. C'est pas Exactement. forcément négatif, en fait, quoi. Exactement. Et justement, parce que les gens qui sont psychopathes n'ont donc pas cette empathie émotionnelle qui naît entre 1 et 2 ans, mais il y en a pas mal qui font avec et qui vont quand même développer une empathie qu'on appelle l'empathie cognitive. Et l'empathie cognitive, en fait, tu l'as vers l'âge de 6 ans. Et la différence, c'est que l'empathie émotionnelle, c'est instinctif. C'est tu vois quelqu'un pleurer, tu vas pleurer. Enfin, tu vas avoir ce sentiment de pleurer. Que l'empathie cognitive, en fait, tu vas t'imaginer à la place de l'autre. Tu vas faire l'effort intellectuel de te mettre à la place de l'autre. Et du coup, tu vas avoir de l'empathie parce que tu auras fait l'effort intellectuel. Et ça, c'est l'empathie cognitive. Et ça, tu l'as vers l'âge de 6 ans. Et après, tu le développes. Et entre 9 et 12 ans, tu relis ton empathie cognitive et ton empathie émotionnelle. Là, tu imbriques les deux ensemble pour que ce soit une empathie complète et totale. Et du coup, un psychopathe, c'est vrai que ça dénote négativement quand on le dit comme ça, mais il peut avoir une très bonne empathie cognitive et presque et développer une forme d'empathie émotionnelle, mais qui est purement intellectualisée entre 9 et 12 ans. Donc c'est plutôt intéressant. Sauf que... Moi, je me dis souvent, pour essayer de comprendre, enfin, de voir d'une façon positive un psychopathe, tu vois, j'ai même l'impression que toutes les grandes stars, les grands joueurs de foot, etc., je pense qu'il y en a beaucoup sont psychopathes, parce que c'est des... On le voit par exemple avec un mec comme Stromae qui a du mal avec le succès finalement. T'imagines la dose de travail, la dose de stress, la dose pour un être humain normal, c'est limite surréaliste de pouvoir encaisser tout ça. Donc il y a beaucoup d'artistes aussi qui se droguent pour justement pour tenir en fait. Et tu te dis du coup dans le lot ceux qui tiennent on va dire sans se droguer, sans avoir de chute à certains moments de leur carrière, etc. Tu peux te dire en fait ils sont tout simplement psychopathes. Mais c'est pas négatif, c'est juste qu'ils sont comme ça et puis c'est ce qui leur permet en fait d'être ce qu'ils sont, tu vois. Donc je trouve ça ultra intéressant de voir les psychopathes sous ce prisme-là. Ça se trouve il y a des gens qu'on admire qui sont psychopathes. Kylian Mbappé à mon avis c'est un putain de psychopathe. C'est pas possible de mettre un but comme il a mis en finale de Coupe du Monde si pour un être humain normal niveau sentiment, tu vois, c'est pas possible. Il y a trop de pression, c'est pas. Ouais, ça serait intéressant de voir. Parce que c'est curieux, est-ce que c'est vraiment après lié à la psychopathie parce que vu qu'il y a quand même. Je dis ça bien sûr pour rire, mais je me dis que dans certains cas, ça doit être vrai, quoi. Pour pouvoir gérer ses émotions d'une manière aussi extrême, parce que c'est ahurissant, Oui, c'est clair. C'est clair. Il y a une pression totale, c'est clair. Non, mais pour pas être totalement, parce qu'il y a des joueurs de foot par exemple qui sont bloqués par les événements. Il y a des joueurs qui sont très très forts. Mais dès qu'on arrive à un gros match en jeu, les mecs n'existent plus. Ils sont complètement bouffés par la pression, etc. Et c'est ce qui fait la différence entre les très bons joueurs et les légendes de ce sport, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de légendes peut-être qui étaient atteints de psychopathie, sans le savoir forcément, tu vois. Mais ça leur permet, on va dire, d'encaisser ce genre de pression. C'est aussi souvent les hommes de pouvoir qui peuvent... alors, je sais pas si on peut appeler ça de la psychopathie, du coup, mais qui peuvent perdre en empathie à cause du pouvoir. Il y a tout un délire là-dessus. Mais ça, je vous conseille d'aller voir Wivo Cerveau. Il en parle dans parce que j'ai même parlé de Kylian Mbappé aussi. Je me rappelle, c'est une interrogation qu'on avait eue dans la toute première émission de ce podcast sur Game of Thrones, où on s'était dit, est-ce qu'un bon dirigeant, finalement, ça doit pas être quelqu'un qui est dénué d'une totale empathie et qui prend des décisions qui sont justes, mais parce que des fois tu prends des décisions qui sont injustes par empathie en fait. C'est exactement le quelqu'un qui voilà, et que quelqu'un qui est en manque d'empathie ne serait pas quelqu'un de plus juste pour la masse. C'est totalement ce que l'étude confirme. L'étude vient appuyer le fait. Première émission d'Au coin du feu, on avait. C'était une pépite. C'était une pépite. Sur Game of Thrones. Et non, mais c'était ça. C'est exactement ça. Apparemment, ce qu'ils ont déduit, c'est que si les dirigeants, quand ils avaient les hommes ou les femmes, n'importe, les humains qui avaient beaucoup de pouvoir, étaient amenés à perdre en empathie, c'était justement pour être à même de prendre des décisions qui sont pour le plus grand nombre.
Donc ça serait ça, l'explication un peu de survie, pourquoi on a encore ce biais-là. Et c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et du coup, pour en revenir à l'empathie cognitive et émotionnelle, quand elles sont imbriquées tous les deux, le truc, c'est que justement, les enfants soldats, on leur bousille leur empathie cognitive. Même s'ils ont une empathie émotionnelle, on leur bousille totalement l'empathie cognitive. En plus de ça, ils sont drogués. En plus de ça, donc ils perdent totalement notion d'empathie. Et c'est pour ça qu'après, ils sont capables de tuer, en fait, comme on le voit dans le film. C'est qu'ils savent plus se mettre à la place de l'autre. En fait, ils sont conditionnés pour tuer. Et ce qui est dur, en fait, et il y avait un documentaire sur le Blu-ray de Blue Demon que j'ai regardé, et on voit justement des enfants soldats en 2000... je crois que c'était en 2000... à la sortie du film en 2006, même un peu plus tôt, où ils sont sortis de ça, mais ils sont traumatisés par ce qu'ils ont fait, en fait. Ils sont autant c'était les bourreaux, ils ont fait partie des bourreaux, ils étaient partie du RUF, mais ce qu'ils ont fait, tu vois que ça les fait souffrir, ils sont autant victimes que bourreaux. Et tu sens qu'il y en a qui... l'empathie, elle est là, parce qu'ils souffrent complètement. Mais c'est comme ça qu'aussi qu'un psychopathe qui a pas d'empathie et qui est dans ce milieu-là, qui naît déjà sans empathie, peut devenir un être extrêmement dangereux. Ça peut devenir le pire des tortionnaires, parce que le mec n'a plus aucune limite, en fait. Si tu vis dans ce milieu-là, alors que quelqu'un qui est psychopathe, qui est mis dans un milieu qui est plus favorable pour lui, qui a la chance d'avoir ça, comme on disait tout à l'heure, il peut aller très loin, quoi. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, tout ce truc là-dessus, parce que tu le vois vraiment à travers les enfants soldats. Et on le voit justement quand t'as le fils de Solomon qui le braque, quoi. Solomon, il fait tout pour sauver sa famille, il retrouve tout le monde, et là son fils, mais ça se finit plutôt bien, heureusement. Mais c'est vrai que ce moment, il est ultra poignant, je trouve. Il joue... Encore une fois, je trouve qu'il joue vachement bien, Solomon. Parce que je citais Gladiator tout à l'heure, mais Solomon est aussi dans Gladiator. Je sais pas si tu te rappelles. Il fait partie des gladiateurs qui aident... Ah oui, c'est lui. Oui, c'est lui qui aide Maximus. Oui, c'est vrai, d'accord, ok. Il a toujours ce rôle de sage un peu... Donc bon, voilà. Voilà pour ce point. Ce point sur l'empathie. Et un truc que je trouvais intéressant, c'était surtout sur les personnages que je voulais revenir et pas forcément sur les scènes du film, mais c'est qu'on parlait de Archer. Donc Edward Zwick, le réalisateur, a choisi Leonardo DiCaprio dans ce rôle-là, mais je trouve qu'il a quand même un rôle un peu de connard. Hein. Il a un peu un rôle d'anti-héros. Même si vers la fin il devient bon, il est quand même ultra désagréable. Et des fois, il est à la limite du racisme, je trouve. Il a des discours un peu particuliers. Limite, oui, bien sûr. Mais ça, je me rappelais pas du tout. Ça m'a limite choqué, ouais. C'est vrai. Et puis, c'est un enfoiré avec Solomon, presque jusqu'à la fin. Hein. Oui, quand même. Donc, c'était assez... Il est là pour son business à lui, et il se sert de Solomon, hein, clairement. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Mais je me rappelais pas. Je le voyais comme un héros. Après, c'est le problème de DiCaprio, c'est que il rend cool un connard. C'est un peu comme dans le film de Spielberg, Attrape-moi si tu peux, avec Tom Hanks. Il joue un putain d'arnaqueur, mais ça rend ces arnaqueurs qui pourtant font du mal à des centaines et des milliers de personnes par leurs arnaques, ça les rend cool, tu vois. DiCaprio, il est trop cool. Tu regardes Arrête-moi si tu peux, mais t'as envie d'être DiCaprio. C'est vrai. Non, quand tu dézoomes, c'est un gros connard, quoi. Mais voilà. Mais ça aussi, c'est un truc qui est assez intéressant. Il y a certaines œuvres, tu sais que tu suis un connard, mais comme il est cool, il y a quelque chose qui te donne envie dans ces rôles de connard. Mais c'est des connards cool, tu vois. C'est un mode, c'est un genre de personnage. Ouais, c'est un connard style cool. Tu sais que moralement c'est pas ouf, mais il est un peu cool, tu vois. Ouais, t'as envie de faire comme lui. DiCaprio, je trouve, il a souvent ce genre de rôle, hein, parce que même dans le Loup de Wall Street, où c'est juste un requin, tu vois, un requin de la finance, il est cool en fait. À la fin du film de Loup de Wall Street, t'as envie d'être trader, quoi. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Il faudrait qu'on se le fasse d'ailleurs. J'ai envie Ah ouais, de le revoir ce film. Ça aussi, moi, Le Loup de Wall Street, ça fait partie des films de mon adolescence, quoi. Où vraiment j'avais cette envie, putain, je regarde ce film, à la fin du film, je passe ma soirée à me dire, putain, allez, faut que je monte mon business, les gars. Faut que je fasse du bif, les gars. C'est tellement fou. Et j'aimerais bien le revoir parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu ce film. Ça, ce serait pas mal de se faire une petite émission en 2 films sur DiCaprio. Ah ouais, ça serait excellent. Ça peut être plutôt serait pas excellent. mal. Ouais. Et pour revenir peut-être sur certains points qui sont un peu faux, je dirais. Alors déjà, les personnages qu'on voit dans le film, il y en a aucun qui sont tirés de faits réels. Ah, même Salomon, du coup, j'ai eu le doute là-dessus. Ouais, non, même Salomon. Ah ouais. Ouais. Ok. Ah, tu vois, je me suis D'ailleurs, pas renseigné parce que je voulais que ce soit toi qui apporte les trucs, du coup, mais je pensais que pour le coup. Alors, je savais que toute l'histoire était romancée avec DiCaprio, blablabla, mais du coup, je pensais que le personnage de Salomon Gandhi était réel et qu'il y avait vraiment eu un décret politique grâce à un mec ou un truc comme ça, tu vois. non. Ok. Ok. Même pas. Tout Ah. est. En fait, c'est les événements. À chier. C'est les événements qui se passent dedans qui sont vrais. Genre, Ok, Free c'est un Top. peu là, ouais. Voilà, c'est juste. En gros, c'est ce qu'ont vécu beaucoup de gens et on fait une sorte d'histoire qui va représenter la vie de plein de personnes. Ouais, Et c'est ça. d'une c'est ça. situation, quoi, en gros. Ouais, ok. Mais je Euh, pensais réellement, vu comment le film se termine, je pensais vraiment qu'il existait, putain. Il y a un mini délire parce que c'est tiré d'un livre en partie le film. Et dans le livre, il cite Michel Dessay-Deller, qui est mort en septembre 2016, avant le jugement, parce qu'il allait être jugé, justement pour les diamants de sang. Et c'est un gars qui est franco-belge, et qui pourrait être un peu le mec qu'on voit à la fin, que Solomon va piéger. Tu sais, c'est lui qui fait le trafic de diamants, là. Ok. Voilà. Ça serait un peu inspiré de lui. Voilà, parce que le gars était au courant en fait des diamants de sang, mais il en profitait clairement sans état d'âme pour après le revendre. Donc il y aurait une inspiration à ce niveau-là. Après Archer, Salomon m'a dit pas du tout, c'est fictif, c'est pour le film. Après c'est le RUF, il a existé. Hein, le RUF, c'est ce qu'on voit, les militants les rebelles plutôt qu'on voit qui s'accaparent des mines. Ils ont bien existé entre 91 et 2002 et ils ont été créés et en partie à cause du président libérien qui s'appelait Charles Taylor, qui lui était à côté, en fait il était dans le pays à côté, c'était de la corruption, hein, voilà, c'était un dictateur, et c'est lui qui a fait en sorte en fait d'augmenter un peu ces rebelles RUF pour pouvoir s'accaparer des diamants. Donc ça a créé tout un délire en fait autour des diamants. Ça a commencé à se développer énormément. Et il y a un truc que j'ai noté que je trouvais intéressant, c'est que moi j'avais l'impression que c'était vraiment le processus de Kimberley, donc le truc pour certifier d'où viennent les diamants, ce qu'ils expliquent à la fin du film. Je pensais que c'était vraiment ça qui avait arrêté le RUF. Mais non, le RUF s'est stoppé avant. J'ai l'impression qu'en fait, quand tu sors du film, tu te dis ah ok, donc quand il y a eu le certificat de Kimberley, donc le fait de savoir d'où viennent les diamants, ça a arrêté le RUF. J'ai l'impression que tu le vois comme ça dans le film, mais en fait, c'est pas le cas. Ouais. Le RUF a été décimé avant. Voilà. Et après, ce qui s'est passé à Freetown, où la grande ville, tu sais, là on voit justement le barman qui sert parfois Leonardo DiCaprio, qui lui donne un flingue, et qui lui file des clopes, et que voilà. Il s'est tué. Donc là, il est dans une grande ville. Et bah, cette grande ville qui s'appelle Freetown, ils ont vraiment vécu un drame. Là, le RUF est vraiment allé là-bas. Ils ont tiré partout. Ça s'est réellement passé. Donc ce moment de guerre ultra intense entre les soldats et le RUF, avec des civils de tous les côtés, pour le coup, c'est vrai. Donc en termes de faits historiques de ce qu'on voit dans le film, pour le coup, il a plutôt respecté. Et il a même engagé alors Soryu Samura, je crois qu'il s'appelle le mec. C'est un journaliste africain, du coup, qui a enquêté à l'époque de cette guerre en fait en Sierra Leone et qui a réenquêté plus tard. Dans le Blu-ray, on voit des commentaires où il est revenu
en fait, sur les terres de la Sierra Leone où il y avait eu les mines de diamants, pour voir comment ça se passait. Et il y a toujours en fait du trafic de diamants, mais plus lié à la guerre civile, quoi. Plus lié ce qu'on peut appeler les terroristes, aux rebelles. Ça, t'en as plus. Donc clairement, on voit qu'en fait, le processus de Kimberley qu'on voit à la fin du film, c'est pas ça qui a arrêté les rebelles, mais en tout cas, c'est ça qui a fait que ça n'a pas contribué à qu'il y ait d'autres rebelles. C'est plus le cas. De ce qu'on voyait dans le documentaire, c'est... T'as encore, hein, évidemment, des rebelles en Afrique, mais plus liés au diamant. Ça a quand même eu un gros impact. Donc c'était assez intéressant. Il y a même un Amnesty International qui a fait un truc là-dessus, qui voudrait améliorer un petit peu ce processus pour qu'il s'applique également en fait, aux diamants qui ont violé les droits humains. Parce que tu vois que ceux qui récupèrent les diamants, parce qu'il y en a encore, hein, c'est des personnes qui prennent beaucoup de risques, qui se mettent en danger, et du coup c'est encore, on va dire, problématique, parce qu'il y a encore des morts, même si c'est pas autant qu'avant, parce que, encore une fois, c'était lié à la guerre, il y a quand même encore des problèmes. Donc Amnesty International voudrait un peu pousser le truc. Et imposer aussi aux entreprises d'enquêter sur la provenance des minerais. Parce que tu vois, Soryu Samura, encore une fois, le journaliste, quand il va enquêter, il va partout, hein, il filme en caméra cachée et tout, et tu vois que certaines entreprises, du moins en Sierra Leone, ils regardent pas trop d'où vient le diamant. Ils s'en moquent un peu. Ils voient très bien qu'en fait, il n'y a plus de rebelles, et du coup, ils vont pas plus loin que ça. Après, ça demande une investigation de malade, donc après, ça reste compliqué, mais ça a eu un impact quand même. Donc c'est assez intéressant de voir que ça a été assez efficace. Et le film a permis un peu de populariser ce qui s'est passé, quoi. Comme quoi, des fois, le gouvernement ou les gouvernements peuvent en fait interagir pour du moins éviter de continuer ce genre de drame. Là, c'est ce qui est arrivé. Et Amnesty est encore dessus. Et après, tu vois quand même que Soryu Samurai, il a essayé de prendre des diamants de manière plutôt légale, on va dire, et de les vendre en Amérique. Et tu vois en caméra cachée qu'il le vend dans une boutique où le mec achète du diamant, et que le mec est prêt à payer directement en billets. Hein. Il met une poche de 20 000 $, voire plus, devant lui, en lui disant « Vas-y, c'est bon, je te prends les diamants. » C'est assez bizarre. Hein. Quand tu vois là, en fait, les caméras, en réalité, en fait, quand tu vois que c'est en caméra cachée, c'est assez... Enfin bon. Très intéressant. Je trouve que le documentaire est assez intéressant pour voir comment ça s'est passé après. Voir que ça s'est plutôt bien déroulé. D'ailleurs, Charles Taylor, il a été condamné, donc le président libérien, hein, il a été condamné à 50 ans de prison pour crime contre l'humanité. Il y a même eu un tribunal spécial pour la Sierra Leone qui a été créé par l'ONU par rapport à ça. Donc, et voilà, encore une fois, le Michel Décédelaire, là, le franco-belge, aurait dû être jugé. Sauf qu'il est mort avant, quoi. Du coup, il est mort en 2016. Donc ça a mis du temps quand même, hein, le temps de se faire juger, les mecs. Mais du coup, voilà, c'était intéressant de voir comment ça s'est passé, de voir que du coup, concrètement, le RUF n'a pas disparu suite au processus de Kimberley comme le présente le film, ou comme tu pourrais le croire après le film, mais que ça a quand même eu un impact. Et je pense que le Edward Zwick voulait le montrer à travers son œuvre, quoi. Donc c'était... voilà, j'ai trouvé ça plutôt beau. Mais ça pose la question, parce que les diamants, ils ont réglé on va dire un symptôme. Mais il y en a d'autres, quoi. Là, on parle de ça, mais on sait très bien que c'est ce qu'on disait au début, en fait, c'est que on sait très bien qu'il y a d'autres achats tels que Cobalt, d'autres choses. Le diamant, ça reste du luxe, quoi. Alors qu'il y a les mêmes business autour de produits qui sont en fait essentiels. C'est ça. Toute la différence, quoi. Donc bon. Et c'est vrai que ce film à l'époque, m'avait marqué. Ah, ça m'avait... Je voulais changer le système. Hein. Je m'intéressais au mouvement altermondialiste et tout pour voir comment changer tout le système, pour que ça se fasse autrement. Après, ça c'est intéressant de savoir d'où proviennent tes produits, c'est sûr. Avoir une traçabilité sur ce que tu consommes. Je pense que c'est peut-être aussi le message qui doit sortir du film.
mais pour tout à chacun. Pas pour que les produits luxe, en fait, Oui, bien comme sûr. on dit. Tous les produits qu'on consomme, savoir d'où ils viennent, et voilà. Et viser des produits qui on l'espère, Mais c'est vrai que tu Dès fais qu'on développe ce genre de exactement le problème. même film, tu fais exactement le même film en parlant de des diamants, je sais pas, bah, comme tu dis, c'est le cobalt. du cobalt, hein, Et pour le, pendant tout pour le film, tu téléphone. parles du cobalt, etc. Pendant tout le film, tu te dis, ouais, c'est incroyable qu'on laisse faire ça, blabla. Et le film peut se conclure avec. Où tu vois que tout le monde l'a dans son téléphone, par exemple. Et qu'on est. Tu sais, le film serait intéressant qu'il se retourne à la fin et qui braque la caméra vers toi, en fait. Donc tu dis, ah oui, donc, toutes les horreurs que j'ai vues dans ce film, je suis, en fait, révolté par ce que j'ai vu. Et au final, bah, je me rends compte que j'y participe sans même le savoir globalement. Mais ouais, tu mais vois. trop. Ça serait super Ça peut être intéressant. Parce que là, c'est ça. C'est là comme c'est diamants, t'as vraiment ce truc à la fin du film. Tu vas te rendre compte d'un problème, mais tu seras quand même étranger à ce problème globalement, quoi. Je pense qu'il a voulu parler ça parce que c'était assez puissant et assez fort émotionnellement de le Oui, faire. c'est déjà bien. Hein, Parce c'est que déjà t'as bien, les de toute enfants façon. soldats et parce que t'as ce processus peut-être- de Kimberley qui a mis du temps Ouais, à se puis faire en peut-être- plus. Hein. Peut-être que finalement, oui, peut-être que déjà tu galères à faire ce film, et peut-être qu'en le traitant en plus frontalement, peut-être que t'aurais pas eu les mêmes financements, etc. C'est possible aussi, quoi. Peut-être aussi, ouais. Peut-être Des aussi. fois, si on voit pas les trucs dans l'ombre, les financements ils sont accordés à tel ou tel réalisateur. Je sais pas comment ça fonctionne en Amérique exactement, mais on sait que suivant le sujet que tu vas traiter, il y a des sujets qui sont pas retenus, quoi, et donc t'as pas les fonds nécessaires pour tourner ton film. C'est une forme de censure sans même qu'on le remarque en fait. Ouais, C'est c'est une ça. censure C'est en ça. amont vraiment des projets, quoi. Donc bref, des fois, oui, parler d'un sujet qui va se rapprocher d'un autre, qui peut créer des liens dans le cerveau des gens, alors que ça s'attaque pas frontalement au problème, ça peut être un délire. Hum. Mais à travers le film, encore une fois, si vous l'avez toujours pas vu, alors qu'on a spoilé certains trucs, allez le voir même juste pour Maddy aussi, pour la journaliste. Je trouve que c'est super intéressant justement. C'est des sujets là, qu'on évoquait pour populariser une œuvre, mais je trouve que c'est assez fort ce qu'elle dit à un moment précis quand elle est obligée de faire du sensationnalisme. Donc regardez le film, voilà, regardez le film. Là c'est tout, je ne pourrais pas en dire plus. Pour moi c'est tout dit. Non mais voilà, je sais pas si t'as un truc à ajouter sur Blue Diamond. Non, C'est non, particulier. après oui, c'est... Non, non, globalement c'est vrai que il y a quand même DiCaprio qui meurt à la fin. Donc ça j'ai trouvé un peu cheapos quand même la fin. Ah oui, oui c'est vrai. Le gros connard qui à la fin a sa rédemption. Parce que c'est DiCaprio, donc il faut qu'il y ait une petite rédemption sur la fin. Il se sacrifie pour... Ah ouais, c'est Mais bon, le après, connard c'est un qui film devient bon américain. Oui, Pour mais c'est toujours pareil. pour sauver Solomon et son fils. C'est ça. C'est le mec, c'est le connard toute sa vie, mais sur sa fin de vie, il fait un acte putain d'héroïque, tu sais pas pourquoi. Donc, Ouais. mais je m'en souvenais plus, pareil, de la fin, tu vois, je m'en souvenais plus. Il y a certains passages que je me rappelais, mais pas tous. Ouais, Ouais, je me rappelais pas qu'il mourait moi, tu vois. Ouais, moi Je non l'ai vu il plus. y a longtemps quand même. Ouais. Ouais, moi non plus, je me rappelais pas, ça m'a surpris sur la fin, ouais. Donc il est carrément au téléphone avec la journaliste. Je suis en train de crever, Oui, bébé. trop. Oui, trop. C'est en Hollywood, quoi. Bon, bah sur ce, les amis, c'était notre Sur petit ce, mec, retour. la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est pour l'horror show, putain de merde. Ah mais là, ça va être du lourd. Hein. Là, Ça va être du lourd. Ça va On être du se lourd. donne quasiment un mois pour vous le préparer. Enfin, on l'enregistre normalement en fin de semaine. Normalement, parce que chaque fois qu'on prévoit un truc, il y a une merde. Ouais, Mais attention. normalement, attention. on l'enregistre là dans quelques jours. Et après, bah, vous le savez, hein, on va mettre du montage audio, tout ça, des bruitages. On va créer quelque chose. Et du coup, on se laisse quasiment un mois. Hein, parce que sorti... Enfin là, oui, on est en train d'enregistrer. On est le 2 octobre, hein, on peut vous le dire. Parce que là, l'épisode sortira le 15. Mais donc Ouais. voilà, on se laisse à peu près un mois pour se préparer cet horror show, en sachant qu'on a écrit des histoires, on s'est documenté sur des faits divers, etc. Oui. Ça fait plusieurs semaines déjà hein, qu'on travaille dessus. On a travaillé quand même pas mal dessus. C'est ça. Enfin, c'est Mais on n'en le. dit pas plus. Ouais. Mais Mais abonnez-vous en tout cas. franchement, Là, je c'est le suis- moment.
impatient quand même à l'heure en chaud. J'ai retaffé encore aujourd'hui là. Oh Attention, attention. Ouais, ça va être beau. Je sens que ça va être beau. Bon. Et bah, rendez-vous du coup à la prochaine fois. Laissez des 5 étoiles, des pouces bleus, abonnez-vous aussi. On vient de passer les 1600 abonnés sur YouTube. Alors que c'est pas là qu'on est le plus suivi, mais c'est 1600, déjà ça commence à être sympa quoi. Bah ouais, c'est cool, ouais. C'est vrai que le bientôt podcast les n'est 2000. pas du tout adapté pour YouTube normalement. Oui, bah Mais tant mieux, ça monte. Même il y a des gens qui nous ont laissé des commentaires pour dire que ce serait bien qu'on se filme. Parce que c'est vrai que nous, on c'est vrai. Vraiment, voilà. Mais après, c'est du taf, hein, les gars. C'est pas notre métier. Alors, on n'est pas youtubeur, hein. On est podcasteur. C'est ça. Podcasteur. Et puis, on aime bien un peu garder cet anonymat, finalement, où vous ne connaissez pas nos visages. Et on garde le mystère, tu vois. On n'est que des voix, finalement. Oui, puis en plus, on va se filmer comment chacun de notre côté. Ça va être cheapo de ouf. Oui, en plus, oui, ça serait un truc. Je sais pas. Oh, ça se peut aussi. Il y en a, tu sais, qui font des lives. Oui, tu me diras, on pourrait. Voilà, mais bon, je suis pas sûr que ça apporte une valeur ajoutée de fou. Et puis, nous, on aime bien comme ça. Justement, on est plus détente, en fait. Moi, j'aurais une caméra là devant la gueule en train de me filmer, tu sais. Là, par exemple, je suis en train de me gratter le nez, tu vois, mais tu ne le vois pas. Pareil. Moi, je suis à poil, mais on va pas se... Non, mais en plus, déjà, j'ai des problèmes de réseau. Si en plus, on doit se filmer, mais laisse tomber. Oui, c'est ça le problème. Ça va saturer de ouf. C'est ça, oui, c'est clair. Bon, allez, sur ce... Bon, allez. Bonne semaine, bonne vie, bonne journée, si vous vous levez. Bonne nuit. Bon appétit. C'est ça. Et sur ce, ciao. Allez, salut.